Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 6, les jeux d'Halloween. Ouh! Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va? Ça va toi? Ça va bien, ça va bien? Oh, et en plus aujourd'hui, nouvelle formule, nouvel épisode. Nous sommes en compagnie du seul et unique ludologue du Québec, Sylvain A. Trottier. Salut. Et en plus, il nous reçoit dans son ombre. L'ombre du ludologue. Ben oui, les jeux d'Halloween. Alors, si vous vous demandez pourquoi on l'a invité, bien entendu, vous savez, il est gothique. Donc, l'Halloween, c'est sa journée favorite. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ben oui, ben là, c'était entendu. Là, En guillemets, vous m'invitez, mais vous êtes invité chez nous. Oui, c'est ça. Il nous accueille dans son ombre. Magnifique. Ben c'est ça, l'épisode d'Halloween, ça va être cool, je pense, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Là, on peut y aller peut-être avec quelques actualités ludiques, si tu passes des choses excitantes récemment. Ben oui, le Mega Game! Le Mega Game Montréal, alors c'était le 29 septembre dernier. C'est la bonne date, ouais, ok. Et c'était vraiment cool. En plus, on était ensemble, mais on jouait les extraterrestres, les aliens pour la première fois. Vraiment une autre expérience, hein. On est de l'autre côté de la médaille. Absolument, oui, clairement, pour ceux qui ont déjà expérimenté, en fait, peut-être du côté des pays. Celle de Alien, nous, on l'avait fait quand même plusieurs reprises du côté des pays, et celle d'Alien est quand même assez différente parce que t'es littéralement toute la game dans une salle à part la personne pratiquement. Là, oh, t'es ailleurs, là. C'est un autre game complètement. T'es les aliens, t'es pas sur la Terre. Et ben en plus, on a avec nous, bien entendu, le ludologue, l'organisateur de Mega Game Montréal. Donc là, nous, on s'est lancé, t'as vu, c'est les aliens, on a ça. Peut-être juste, tu veux nous introduire un petit peu l'événement, là, juste pour peut-être des gens qui connaîtraient pas. Vous êtes qui, vous? Pourquoi vous écoutez ça? Faites ça, faites stop! Ouais, c'est ça. Ben, rapidement, pour ceux qui n'ont jamais essayé Mega Game ou qui n'ont pas écouté un épisode de Balado Ludique avant, ben, j'ai l'impression que vous le mentionnez à chaque épisode. Rapidement, c'est toujours un peu difficile à décrire, mais c'est une espèce de point milieu entre un genre de jeu de société comme démesuré, un jeu de rôle immersif grandeur nature, puis une simulation géopolitique. Donc, pour faire bref, les joueurs s'inscrivent en groupe, en équipe, ils forment des pays, donc des grandes puissances du monde, et dans chaque équipe, il y a des rôles spécifiques, un chef d'État, mais aussi un militaire, un scientifique, et ils doivent gérer des crises pendant toute la journée. Il y a deux petites twists qui se glissent là-dessous. La première, c'est qu'il y a des équipes de journalistes qui se promènent, qui font des entrevues et qui cherchent à déstabiliser un peu les chefs d'État dans leur gestion de crise. Et la deuxième twist, comme ils l'ont dit, ben il y a des extraterrestres qui planifient une invasion de la Terre. Ouh, et c'était nous, les aliens. Là, on sait pas trop à quel point on peut en parler, parce qu'on sait que, tu sais, les aliens, c'est secret, tout ça. Je sais pas à quel point le scénario est secret. Ben, en fait, le scénario, c'est ça qui est intéressant avec le Mega Game, c'est que si tu as déjà joué, tu peux revenir jouer, parce que ce qu'on change, c'est la motivation alien. La mécanique de jeu générale reste la même, donc pour un joueur, c'est comme un jeu de société, j'avais dit, donc tu peux revenir puis rejouer au même jeu. Tu sais, un jeu de société, tu peux jouer plusieurs fois. Ouais, puis en plus, tu peux changer de rôle, tu peux, il y a vraiment beaucoup de rejouabilité. C'est ça. Ça, c'est le côté vraiment jeu de société, mais le côté jeu de rôle, c'est qu'il y a un scénario, puis ce scénario-là, ben, on le change. Donc, vous pouvez parler de l'expérience que vous avez eue en tant qu'alien. On n'allait pas parler des mécaniques vraiment. On essaie de garder le plus de secrets sur les mécaniques, même si elles restent les mêmes, on en change quelques-unes d'une partie à l'autre, mais le scénario en soi, ce que vous avez vécu comme expérience, il n'y a aucun problème, faites-vous plaisir, parce que la prochaine partie, le scénario, motivation alien, va être complètement ailleurs. Ouais, puis en fait, non, vas-y. Non, mais je veux dire, c'est quand même le cœur du jeu d'une certaine façon, surtout pour les pays, c'est en fait découvrir la réelle motivation des aliens. Reste que oui, les terriens sont en communication avec eux, mais c'est pas nécessairement une communication super fiable ou facile, exactement. Surtout au début partie, ça peut prendre certains tours avant de pouvoir vraiment communiquer. Fait que c'est vraiment, tu sais, le scénario, c'est ça qui drive les motivations des aliens et qui, pour les humains, ben, mieux
connais la motivation des aliens, mieux tu peux te positionner, mieux tu peux jouer, possiblement aussi. Fait qu'on avait un scénario assez funky, je pense. Ouais. Scénario vraiment bizarre, c'est qu'en fait, on n'était pas des aliens. Ouais, exactement. La seule fois où on est alien, on n'est pas alien, en fait. On vous appelait quand même les aliens. Hein? Ah oui, ben, Bolak n'était pas satisfait, notre représentant à l'ONU, chaque fois qu'il se faisait appeler les aliens, il reprenait les gens et il disait « On n'est pas des aliens. » D'ailleurs, on va juste glisser au passage que de base, les aliens n'ont pas accès à l'ONU. Non, par le ça, scénario que vous avez réussi à avoir accès à l'ONU. Exactement, parce que nous, on était des communistes, en fait, perdus dans une ancienne mission sur la Lune, dans une ancienne base lunaire extraterrestre, avec les technologies. On était rendus des genres de mutants parce qu'on s'était clonés répétitivement avec nos mêmes gènes qui étaient rendus défectueux. Et on voulait revenir sur la Terre pour instaurer le vrai communisme qui n'existe plus. Et étonnamment, en fait, ça l'a assez bien marché. On avait un plan, en fait, nous, on voulait être les méchants. Puis on s'est dit, tous bons méchants sont là pour être défaits. Et on allait vraiment avec ça, puis c'était notre désir, là. On était prêt à perdre lamentablement et on acceptait notre rôle. On va devant, bon, il se passe plein de choses, bien entendu, on va devant tous les pays, on fait un discours. À peu près mi-game. En fait, au moment où on envahit la Terre avec des centaines de milliers de mutants et des vaisseaux surpuissants, plein de choses, en fait, vraiment intenses. Les Spinobots! Les Spinobots! Seulement certaines personnes comprendront, mais c'est de la brutalité. Et on se pointe devant toute la Terre. En fait, on prend le contrôle de toutes les ondes de télévision. Et il y a un discours qui se donne de la part des aliens dans lequel, sommairement, on dit « Abat le capitaliste, rangez-vous de notre côté ou on va vous exterminer. » Et les gens applaudissaient à la fin du discours. En fait, ça a été le moment le plus bizarre pour nous. On est parti de là du discours, là, on est comme « Ok, ils nous ont applaudi. » Est-ce que c'était sarcastique ou pas, c'est ça? Les gens, il y avait l'air tellement... Puis après, en fait, il y a eu un bloc communiste qui s'est formé. La moitié des pays se sont joints à nous en un claquement de doigts. La moitié de la Terre était communiste. On avait un pont direct de communication avec eux. Vraiment unique comme game. Une ONU exclusivement communiste. Deux ONU. L'ONU a été scindée en deux. C'est assez... ouais. Et en fait, l'ONU communiste prenait toutes les crises et les résolvait avant que l'autre ONU puisse le faire. Fait que seulement les pays qui étaient dans cette ONU-là bénéficiaient des relations publiques pour toutes ces crises-là. Vraiment unique là, comme game. Oui, absolument. Ben, c'est ça, comme tu dis, la deuxième ONU s'est créée justement avec notre représentant que oui, en effet, les aliens n'ont pas nécessairement accès normalement, mais quand on a fait notre déclaration, on s'est présenté devant le monde, on a aussi exigé une place. On veut une place à l'ONU. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont applaudi. Ok. Merci. Ben, on l'a eu cette place. Ça a créé des tensions parce que, évidemment, c'était pas tout le monde qui était de notre côté. En fait, les États-Unis particulièrement étaient vraiment contre nous. Particulièrement contre nous. Je vais mentionner rapidement que quand vous avez fait votre discours, tout ça, puis qu'il y a des nations qui ont décidé de se joindre au communisme, on a fusionné leurs tables ensemble, on les a ramenés dans un grand groupe, puis on leur a donné quelques petits avantages et désavantages du fait de se joindre au bloc communiste, puis il y en a un qui a été de pouvoir changer de rôle entre eux. Puis c'est comme ça, en fait, que vous allez avoir accès à l'ONU. C'est le délégué de l'ONU du Brésil qui m'a donné son badge, qui m'a dit « Je veux le donner aux aliens pour qu'ils puissent y aller. » Ah oui, fait que nous on n'est pas allé seulement parce qu'on l'a demandé, on est allé parce qu'ils ont fait l'effort de nous le donner. C'est cool ça, ok, nice. Ouais, ben le Brésil était quand même clairement de notre côté. Ouais, il y avait beaucoup de pays qui étaient clairement de notre côté. Ils ont beaucoup aidé, notamment un moment où moi j'étais surtout au côté militaire. Et où les Brésiliens étaient clairement de notre côté, ils voulaient nous aider, et là, le chef militaire du Brésil voulait pas que ça passe. C'était contre les aliens, et là, il s'est dit, fuck that, on attaque les aliens. Il a fait une mutinerie, il a pas respecté l'ordre de son chef, il a attaqué. Exactement, je le regardais bizarrement, j'étais pas heureux de ça, de cette situation-là. Et le tour d'après, immédiatement, un nouveau délégué militaire est venu, il m'a fait ses excuses personnelles et on n'a jamais eu de problème. En fait, je t'explique un peu ce qui est arrivé de l'autre côté. Au moment où ça s'est arrivé, on a reçu l'information comme quoi le Brésil nous attaquait. On est allé directement dans le bloc communiste, on les a interpellés, on leur a dit ok là ça va pas bien, vous êtes en train, on est sur le point de construire des usines à énergie perpétuelle dans votre pays, le premier pays qu'on choisit, et vous attaquez nos vaisseaux. On dit on veut la peau, on veut votre chef militaire en fait. Le tour d'après, il nous l'envoie. Et là, c'est pour ça qu'il était pas là. Il était avec nous. Ouais. On l'a interrogé, on l'a tué.
C'est comme ça que ça se passe. C'est ça qui est arrivé, hein. N'allez pas contre les aliens. En fait, une chose que tu te rends compte avec les aliens, ils sont puissants. Ils sont vraiment puissants. On va pas vous en dire trop, mais les aliens sont puissants, ils ont des moyens. Et malgré qu'on n'était pas vraiment des aliens, on bénéficiait quand même de technologie alien, là, parce que... Je pense qu'on avait des malus et des bonus par rapport au fait qu'on était... comme pas vraiment des aliens. Là. Ouais. On avait... j'imagine les aliens ont tout le temps certaines contraintes. C'est dur à voir parce que même nous, on pourrait rejouer les aliens puis ça serait une game totalement différente. Là, parce que le scénario, il y avait un scénario, là, puis à un certain point, il fallait qu'on pompe l'eau sur la Terre. Pour régénérer notre base. Pour régénérer notre énergie. Ouais, c'est ça, exact. Et là, le maître de jeu nous dit ça. Et là, j'étais comme, ok, ça allait bien pendant 3 tours. Là, on va se faire défoncer parce qu'on n'a pas assez pompé d'eau. Il faut qu'on le fasse. On déploie une chier de vaisseau. On pompe l'eau comme des... En fait, tu pompes l'eau comme un fou en Antarctique sans que personne ne dise rien. Et le dernier tour où il nous manquait l'eau, en fait, on a fait ça en 4 tours, je sais pas, j'étais comme, on n'a jamais eu de problème d'eau, en fait, là, on a explosé ça. Ils nous ont même, je crois même que les GM, ils ont été un petit peu sympas avec les autres joueurs parce qu'ils nous ont dit, là, vous êtes à 95%, d'après moi, on était comme à 110, puis ils ont dit, vous êtes vraiment proche, fait qu'ils voulaient juste nous étendre d'un tour de plus avant qu'on ait notre armée de clones. Ouais, mais c'est plus parce que justement, votre armée de clones avait besoin d'eau pour boire, donc, vous étiez à 110, mais avec tout ce qu'ils buvaient, vous étiez à 95%. Ça c'est bon, ça c'est bien fait. Ben, mais en même temps, gros thumbs up au GM, au maître de jeu qui était avec nous en fait. Absolument. Les 2 maîtres de jeu Alien, ils étaient excellents. Et tu sais, ils jouaient avec nous. Là. Oui, exact. Il y avait un des deux était principalement lié aux militaires, en fait. Il partait tout le temps avec nous et il nous aidait même. Il nous aidait. Hein. Il était pro-alien, lui. Ouais, non, j'ai remarqué que les maîtres de jeu alien sont très pro-alien. Mais moi, j'encourage, et je sais qu'il y a déjà beaucoup de maîtres de jeu qui le font, mais que ce soit encore plus des personnages. T'sais, moi, je veux que chaque maître de jeu soit un personnage, que tu puisses parler avec eux comme si c'était des joueurs. Et là, c'était ça. Là, on a eu des leaks de la part de nos GM. La dernière fois, on a bribé des GM, j'ai l'impression qu'on a eu des leaks. Et là, bon, le ludologue prend des notes pour son organisation. C'est quoi cette affaire-là? Des leaks? En fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est tout contrôlé, ça. Ah oui, il donne 3 leaks, comme ça, il va penser que t'es son ami. Exactement, c'est tout contrôlé, hein. En fait, faut dire qu'à partir du tour 8, on les a plus jamais vus. Il y avait trop d'affaires qui se passaient, ils nous donnaient même plus notre argent, ils nous donnaient plus nos spécimens, ils nous donnaient plus rien. Vous n'avez plus besoin d'aide rendu là. Non, c'est ça, on a auto-géré ça. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était... En fait, le lieu, en plus, c'était assez phénoménal. C'était dans la tour de la Banque nationale, en plein cœur du centre-ville. C'est comme le genre de lieu quand même haut de gamme. Là. Tu rentres, il y a des portes sécurisées, tout ça, c'est... ça se prête vraiment bien à ça. Tu rentres là, puis t'es déjà dedans. Il faut que tu franchisses des portes sécurisées avec des genres de lumière dessus. Déjà, t'es comme, ok, le méga game est commencé. C'est sérieux, là. Je comprends que c'est sûrement une difficulté d'organiser ça là. Sauf que c'est vraiment une place où ça crée l'expérience avant même que ce soit commencé. Là. En plus, nous, on était des aliens, fait qu'on n'a pas vécu... Un des moments qui m'excite le plus dans un game, c'est la première heure, quand c'est pas commencé. Puis les pays sont tous là dans la même salle, puis est-ce que c'est commencé? Est-ce que c'est pas commencé? Officiellement, c'est pas commencé, mais c'est déjà commencé. Puis les gens font déjà des liens. Ben, ça commence même 2 semaines, 3 semaines avant pour certains joueurs sur Facebook. T'sais, on crée des groupes Facebook pour que tous les chefs d'État soient ensemble, tous les adjoints ensemble, etc. Pour chaque rôle. Ça nous permet, les maîtres de jeu, d'avoir un contact direct avec les joueurs pour s'ils ont des questions, des trucs comme ça. Donc ça rend la discussion plus facile pour eux. Mais aussi, on le voit, et je le sais parce que je suis un peu tout ça, les joueurs font des tractations pré-game, même avant de recevoir le scénario ou quoi que ce soit. Ils commencent déjà à se parler puis à se donner des on pourrait travailler ensemble et tout ça. On n'oblige pas les joueurs à le faire, mais ça se fait comme un peu naturellement, puis c'est super cool de voir ça, que les joueurs s'investissent autant avant le jeu. T'sais, le jeu n'est même pas encore commencé, qu'ils sont déjà en train de jouer en fait. Hein. Ouais, ça c'est vraiment excitant, ça montre un peu l'attrait, l'intérêt que les gens y ont envers ce genre d'activité en fait. Là. Nous on a fait des meetings d'aliens. Bon, ça a pas très bien été, mais bon. Ouais, c'est ça, non, c'est... Probablement, j'ai bien aimé Alien. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont joué les Aliens dans le groupe qui étaient comme, ok, tu sais, moi, les Aliens, c'est ça, j'aurais de la misère à rejouer un pays après. Moi, j'étais comme... tu sais, je pense que c'est une expérience vraiment différente, là, aussi. Dans le sens que Alien, tu sais...
c'est que le humain, t'as beaucoup, il se passe beaucoup de choses. C'est un peu overwhelming, t'es jamais vraiment sûr de ce qui se passe là, en tant qu'humain. Là. En fait, Il y a tellement d'informations, il y a tellement de filons c'est un peu overwhelming. Alors que Alien, c'est vraiment plus tranquille. Fait que c'est une game vraiment plus facile d'une certaine façon parce que l'information, c'est toi qui l'as, puis c'est toi qui la contrôle, c'est toi qui la lead d'une certaine façon. Mais je me rends compte qu'il y en a plein qu'on contrôle pas au final. Quand tu creuses un peu plus, tu vois que ça c'est arrivé pas à cause que nous on le voulait, mais à cause de plein d'autres affaires. Mais parce qu'il y a des crises qui affectent juste les humains puis qui affectent pas vraiment les aliens. Nous, on voyait ça dans les nouvelles passées, mais on n'était pas nécessairement au courant. C'est ça, exactement. Donc, peut-être un peu plus facile, peut-être pas facile, mais je veux dire plus relax comme job, mais ceux qui aiment le stress puis cet amont d'informations à gérer, ce flux d'informations, ben je pense que les terriens aussi sont forts pour ça. Là. Ouais, non, c'est ça. Ça remplace pas pour moi l'expérience de jouer les humains parce que il y a aussi l'interaction. Quand t'es les aliens, t'es dans ton groupe, t'es un peu à part. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup moins d'interaction. Mais les deux, très cool. Là, je vois aussi un peu. Je trouve que les aliens, ils façonnent le jeu un peu par derrière. T'sais, ils vont créer beaucoup de choses qui vont alimenter ce que les humains vont faire. Et là, c'est là que tu vois que les rumeurs sur les aliens. Là. Oh ouais, c'est gros, hein. 95% de ce qui se dit sur les aliens, c'est pas vrai. Je pense qu'à chaque méga game, il y a des rumeurs sur le fait qu'il y ait 2 teams d'aliens, puis le fait qu'il y ait 2 factions, puis en réalité, il n'y en a jamais vraiment 2, ou ça dépend du scénario. Mais là, notre scénario, c'était un peu tricky, parce qu'il y en avait comme 2, mais... Ouais, c'est ça. c'est vrai. En fait, on pourrait l'expliquer, parce que c'est pas tant un spoiler, mais c'est juste c'est quand même compliqué à expliquer. Mais c'était comme, il n'y avait pas une autre faction d'aliens. Il n'y avait pas d'autres joueurs qui jouaient Alien, il y avait un maître de jeu qui représentait une autre faction. D'aliens, qui a été utilisé, j'ai l'impression, semi par les joueurs, tu sais. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est parce que là, maintenant, là, les joueurs, là, pensez à une chose, les GM, là, les maîtres de jeu, là, voyez-les comme d'autres joueurs. Et ça, c'est exactement ça. Là, mais non, ils sont là pour vous aider. Là. Faut pas. Vous pouvez les briber. Et en fait, non, mais ils me l'ont avoué, en fait, qu'il y avait une compétition intra-maître de jeu, à savoir lequel allait accumuler le plus de jetons à la fin de la partie en fonction de combien ils en ont pris aux joueurs. Ah ouais. Fait que j'étais quand même impressionné de savoir ça. Mais, il a l'air sceptique. Ouais, mais je pense pas que Sylvain il était inclus là-dedans. C'est dans son dos, je pense. Ouais, c'est ça? exact. Il prend d'autres notes. Là, on va couper dans le... Mais en fait, j'étais curieux de savoir, toi, Sylvain, comment, mettons, ce méga game, tu l'as perçu un peu, là, est-ce qu'il y avait vraiment des différences ou au final, c'était un peu la même genre de chose, mais avec un scénario qui s'est déroulé complètement différemment? Ou... Ben, c'est le sixième que j'organise, donc je commence à avoir une vue d'ensemble pas mal intéressante. Ben il y a toujours les parce que moi je m'occupe autant de chapeauter le jeu que du côté logistique. Donc tu sais, je gère tout le budget, mais les courriels, tous les trucs qui sont comme pas le jeu en soi, mais qui font que le jeu puisse se faire. Ouais, genre ça va être tout. Ouais, genre le lieu, exactement. Donc, je m'occupe de cette portion-là comme avant, puis rendu le jour même, vu que j'ai plus vraiment de trucs logistiques a priori à gérer, ben je chapeaute le jeu. Mais chapeauter le jeu, en fait, je dis des fois la blague que je pourrais aller me coucher dans un coin puis dormir parce que mes maîtres de jeu, ils gèrent tout le jeu par portion. Moi, je fais juste m'assurer que le global fonctionne bien. Je vais aider un petit coup de pouce à gauche, à droite. Puis, lorsqu'on a des rencontres, on fait des rencontres au tour 3, 6 et 9 entre maîtres de jeu pour se faire une mise à jour. OK, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'on puisse réorienter un peu le truc pour que ça continue à rester cohérent globalement. Puis moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est qu'on écoute chacun ce qu'ils font, puis je fais juste dire, OK, on fait ça, on fait ça, on fait ça, juste comme pour orienter le tir. Donc, c'est vraiment les maîtres de jeu qui gèrent le jeu, puis c'est eux autres qui ont vraiment qui voient vraiment comme concrètement, ok, ouais, cette partie, les crédits ont été beaucoup plus utilisés, ou les joueurs ont proposé ce genre de truc-là, et puis ils le voient parce qu'ils ont les mains dedans. Donc moi, globalement, mon expérience, elle est un peu plus du niveau logistique, et le lieu qu'on a eu, c'était super cool, comme tu l'as dit, c'était super beau, tout ça, Banque Nationale. On a eu des petits problèmes d'internet au début qui ont retardé un peu la partie. Donc ça évidemment, ben, c'est le genre de truc que moi, j'aime pas. Parce que moi, ce que je... C'est la journée même, t'arrives, puis là, c'est pas smooth. Là, exactement, c'est ça. Moi, je planifie mes trucs pour que ça fonctionne, puis on avait testé précédemment, et ça fonctionnait. Ça fonctionnait plus parce que c'est les internets et tout ça, voilà. Et donc on se retrouve à faire des plans B, C qui fonctionnent, mais pour moi ça réduit un peu l'expérience des joueurs parce que là, les joueurs ont dû se retrouver à utiliser leurs données ou des trucs comme ça. Tu sais, moi j'ai un certain
standing entre guillemets pour l'événement, qui est on vous fournit l'internet et là on pouvait pas. Donc ce genre de petit truc là fait que moi mon expérience elle est moins bonne parce que je me retrouve à offrir une expérience qui me semble moins intéressante pour les joueurs. Mais si on exclut ces considérations logistiques, ben je te dirais que comme toutes les autres parties, c'était le gros bordel. Celui-ci, on a atteint certains niveaux de bordel quand même assez forts. Considérant ce que vous avez dit, que les aliens ont réussi, je sais pas comment vous avez fait, mais à se rallier plus de la moitié des nations. On a fait un discours pour les insulter. Ouais, mais c'est ça, souvent les aliens font une sortie puis font leur discours, puis c'est reçu avec énormément de scepticisme, voire même des boos. Mais là, c'est la première fois qu'il y a des applaudissements et des applaudissements sincères. C'était quand même fou. Et donc, j'ai pas compris. Théoriquement, c'est vous qui devez comprendre ce qui s'est passé, parce que c'est vous qui êtes en communication avec eux. Donc, ben, il faudrait demander aux deux gars de la com. On avait les deux gars de com, ils étaient non-stop, de la propagande. Ouais, ils ont bien fait ça. En plus, ils étaient vraiment arrogants pis tout. C'était comme ça notre mot d'ordre, parce qu'on était des méchants. Ouais. Puis quand tout le monde s'est rejoint à nous, c'était plus dur d'être les méchants, parce que là, on était comme, ben là, tout le monde est content. Mais donc c'est ça, ça a été quelque chose d'assez surprenant que autant de nations décident de se joindre aux aliens. L'autre petite chose qu'on fait aussi à chaque scénario, puis ça c'est quelque chose que vous avez entrevu parce que vous étiez alien, puis c'est voulu que vous soyez pas trop au courant, c'est le scénario humain, c'est quelque chose qu'on a développé à partir de la dernière partie. Et cette partie, en fait, on avait un genre d'éco-terroriste qui avait kidnappé des représentants de différentes nations, des athlètes olympiques et tout ça, puis qui je vois vos faces. On a vaguement entendu parler, on a vu ça dans les news. C'est le genre de truc qui se rend jusqu'à vous, mais qui n'a aucun rapport avec votre objectif. Non, c'était des rumeurs pour nous. Ouais, c'est ça, vous savez pas trop c'est quoi. Donc c'est un gars qui s'appelait Barnett Wallman, qui est un espèce d'éco-terroriste ultra pacifiste qui faisait différentes actions. Et à chaque nouvelle action, c'était toujours quelque chose de plus haut. Tu sais, il steppait, step. Puis là, ben, cette fois-ci, il a décidé de faire la grosse step, puis il a fait un kidnapping de genre une dizaine de personnes qui étaient reliées à différents gouvernements de joueurs. Puis il menaçait, ben pas il menaçait, c'était plutôt genre on est enfermé ici pour les 5 prochaines années avec la nourriture, du loisir. Tu sais, je vais bien traiter mes gens. Mais si vous voulez les revoir plus tôt, ben je vous invite à suivre ma liste de conditions qui était chaque être humain de la planète doit planter un arbre avec le hashtag One Tree One World et réduire les gaz à effet de serre et condamner les chefs de pétrolières et autres combustibles fossiles pour crimes contre l'humanité. Donc c'est ça. Puis là, les nations avaient chacun un petit point de vue sur la question. Il y en a qui s'en foutaient parce qu'ils n'avaient pas d'otages. Il y en avait d'autres qui aimaient ce que Barnett Wallman avait déjà fait par le passé, donc ils avaient un a priori positif. D'autres qui sont comme non, attends, wow, on est d'accord avec tes moyens, mais avec ton objectif, mais tes moyens, ça n'a pas d'allure, etc., etc. Et donc, on lance ça, puis on regarde ce que les joueurs en font. Et au final, ben, cette partie, vous avez tellement pris la place, j'ai l'impression que personne s'en est occupé de ce gars-là. Personne s'en est occupé. Oh, non. En fait, c'est un raccourci de raccourci. Ils ont essayé au début de la partie de le localiser avec des espions, mais il n'y a personne qui a réussi. Les espions ont mal fait leur job. Donc, bref, les mécaniques de jeu. Puis là, amené ça a comme déboulé. Puis là, comme personne ne le trouvait, on a sorti une vidéo à un moment donné de lui qui fait comme genre, hey, la planète l'a fait de quoi, là? Puis le monde a écouté, en fait, effectivement, il faut qu'on fasse de quoi. Après ça, vous autres, vous êtes arrivés, vous avez fait votre discours, le bloc communiste s'est créé, puis oui, c'est vrai, il y a un éco-terroriste dans un bunker, on l'a oublié. Mais ça l'a fini en fait en destruction de la planète, réellement. Ouais, c'est ça, exactement. L'échelle de panique qui est une mécanique dans le jeu, dans le fond, la partie se termine, je crois, après 12 tours. Ou après, au moment où l'échelle de panique atteint un certain nombre, là, 250. C'est ça. Puis il y a énormément d'actions dans le jeu qui font monter la panique, notamment les interventions aliens sur Terre. T'sais. Les êtres humains font comme qu'est-ce que c'est ça, what the fuck, donc ça fait paniquer le monde. On s'avait fait dire un peu tard ça parce que c'était pas qu'on voulait, en fait c'était juste qu'on pensait que ça faisait pas ça. Fait que en tout cas ça c'était. Il faut être logique en même temps. C'est problème de conception. T'as des petits des vaisseaux qui passent au-dessus de chez toi, pis t'as des petits bonhommes gris, puis on donne pas trop d'explications. On s'entend que la partie ça serait terminée si probablement si on s'était pas fait backstabber par la Chine. La Chine était avec nous depuis vraiment longtemps, mais il était louche, il était toujours louche et il décide de nous tirer un missile nucléaire sur... En fait, il essaie de tirer un missile nucléaire sur la Lune parce qu'il pensait qu'on était là, bien entendu, on avait foutu le camp depuis bien longtemps.
et les États-Unis décident de tirer un missile nucléaire sur eux-mêmes. Ouais. Ben, plus concrètement, en fait, les États-Unis n'avaient plus de nukes. Si je me trompe pas, ils avaient été désamorcés 2 fois de suite. Ils avaient été désamorcés, ils les ont réamorcés, puis ils sont refait redésamorcer. Donc, sachant qu'ils n'avaient plus de nukes, ils ont fait un pacte avec les Britanniques et les Français, qui était le dernier bloc capitaliste du monde libre, entre guillemets. Ils ont mis des... Entre guillemets. Non, ben, c'est comme ça qu'ils se définissaient. Ouais, ok. Ils ont mis dans des vaisseaux spéciaux des nukes, puis ils sont allés se crasher sur votre vaisseau, hein, au-dessus de New York. Ouais, ça a détruit New York. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui a mis fin à la game. Donc, malheureusement, nous, on était en voie vers une victoire. C'était pas des nukes, ça serait bien passé. En même temps, on peut pas reprocher aux humains de se battre pour leur vie. Non, mais il y avait plein d'humains qui étaient heureux. On n'a pas réussi à désamorcer assez de nukes, en fait. Si je peux me permettre aussi au passage, j'ai vu justement que le bloc commençait à s'effriter vers la fin de partie. Je crois, si la partie avait été quelques tours de plus, que le bloc se serait tranquillement divisé. Le bloc communiste n'aurait pas tenu la route. Mais la Chine a quitté au dernier tour. Déjà, c'était un gros groupe. La Chine qui a quitté parce qu'ils ont découvert la vérité que vous n'étiez pas des gens du futur, mais que vous étiez... Ça, on l'a pas dit. C'est que on a fait toute notre campagne sur le fait qu'on venait du futur et qu'on voulait empêcher la prochaine grande guerre mondiale. Ah, c'est vrai, on a vraiment menti. On en a pas parlé, mais c'était pas mal sur ça qu'on a joué, en fait. Toute notre pub était basée là-dessus. Et je pense que les gens le croyaient jusqu'à un certain point. Ouais, c'est ça, exactement. Considérant en plus que vous avez joué sur le fait qu'on amène des technologies vertes et tout ça, blablabla, puis il y avait le scénario de l'éco-terroriste, donc là les gens faisaient environnement important et tout ça. Donc vous êtes bien tombé. On a bien profité. Je pense que c'est pour ça aussi que les on a bien à donner, ça a bien. Exactement. Votre bluff fitait bien, je pense, avec la partie. Avec la partie. Mais c'est ça, mais j'ai vu qu'il y avait du fractionnement qui commençait à se créer. Donc, incroyable. Surtout quand Beaulac, pour ne pas le nommer, était en train de s'engueuler avec la déléguée de l'Inde parce qu'il disait qu'il fallait tuer tous les capitalistes, puis il était comme non, wow, on se calme un peu. Mais il y a eu hors de contrôle à un certain point. On a failli à un certain point voter pour qu'il aille pas à l'ONU. Finalement, on a décidé qu'il y allait, mais finalement, il a insulté la fille, puis en tout cas, c'est ça. Ouais, il était un peu extrême. C'était le plus... c'était le plus radical du groupe. C'est bien, il a suivi le scénario. En fait, très cool, en fait. Moi, je vais encore participer. J'aimerais bien essayer les journalistes que j'ai pas essayé. J'aimerais bien rejouer les humains. Je suis toujours partant pour jouer les humains. Et les aliens, bien entendu, mais c'est tellement une denrée rare. Oui, une seule équipe par partie. C'est ça, exact. Faudrait juste faire le reverse méga game, tu sais. Tout le monde est alien, puis ça va être la même chose, finalement. Mais non, mais ça va prendre 3-4 méga games. Les gens vont vouloir rejouer humain, là, c'est comme j'avais vu, il y avait un méga game à 300 où t'avais comme la planète Terre avec plein de nations, beaucoup plus que ce qu'on a joué. Et en plus, ça, t'avais une game spatiale. Donc, t'avais plusieurs races extraterrestres qui, trop. Va être un peu trop extrême. Trop. Mais c'est drôle à dire comme ça, mais non. Ouais, à un certain point où ça devient une question juste de logistique qui est extrêmement brutale. Même à 60, c'est quoi, c'est 95 personnes à peu près en tout? C'est soixantaine de joueurs, vingtaine de mètres de jeu. Donc on est à 80 à peu près. Ouais, ça commence déjà à être compliqué, là, avec 7 salles fermées. Mega Game Montréal, allez suivre ça sur Facebook. Il devrait y avoir un événement prochainement? J'ai pas de date pour le moment. Je suis désolé, j'ai pas d'informations privilégiées pour vous. J'ai pas de date, j'ai des trucs que j'entrevois. J'ai un local relativement facilement accessible maintenant, donc il devrait y en avoir dans pas si long que ça si on compare avec l'année passée il a fallu attendre plus d'1 an pour en avoir. Là. Oh, ça c'était difficile. Et peut-être juste une dernière question sur les méga games, parce que là, tu sais, on parle tout le temps du méga game Montréal, mais en réalité, on parle d'un scénario qui s'appelle Nous ne sommes pas seuls, qui est adapté d'un scénario anglais qui s'appelle Watch the Sky. Mais des méga games, il y en a plein d'autres. Est-ce que... Et là, je te pose une question, je vais te la poser directement à toi. Est-ce que tu comptes aller explorer d'autres scénarios? Est-ce que tu vois un potentiel là-dedans, à long terme, ou mettons à moyen terme? Ben, je pense que oui, il y a potentiel d'aller faire d'autres scénarios, d'autres univers de jeux. Ensuite, c'est toute la question de soit le créer à 100%, soit de le traduire, l'adapter. Dans les deux cas, c'est énormément de travail pour avoir déjà fait le premier. En fait, là, je suis plus dans une logique de je veux pousser le Nous ne sommes pas seuls jusqu'à ce que je sente que, ok, on a vraiment fait le tour et que peut-être les joueurs commencent à être fatigués, épuisés. Évidemment, j'ai une petite boîte à idées, entre guillemets, de trucs qui seraient intéressants d'explorer, mais voyant tout le travail que ça
prends, probablement qu'est-ce qui se passerait, c'est qu'à ce moment-là, je mettrais sur pause l'autre. Ah ouais, ok, fait que c'est comme un à la fois. Là, ouais, c'est ça. Malheureusement, étant donné ce que ma vie en général fait que je suis sur plein de projets tout le temps simultanés. C'est un truc de gothique, ça? Non. Ah, ok, non. c'est bon. Ben, je pense qu'on est prêt à passer à un deuxième sujet d'actualité. On s'est laissé emporter sur le Mega Game, mais là, on était avec le ludologue, l'organisateur. On en a profité. Ben oui, c'est ça, exact. Donc, deuxième activité ludique, en fait, on l'a fait il y a quelques minutes à peine. Le ludologue, dans son antre, nous propose de jouer à Terraforming Mars version Steam, donc la version électronique de Terraforming Mars. Bien entendu, il a de nombreuses connexions. Et il est plugué partout, il flash sa carte et il rentre à n'importe quel endroit. Et bien entendu, on a testé donc Terraforming Mars sur ordinateur. Ouais, ben déjà, premier commentaire, c'est qu'il est pas mal plus beau que le jeu. Hein? Moi j'ai un faible pour Terraforming, mais il est beau. Il est magnifique en fait. C'est un très très beau jeu. Très très beau. On notera quand même qu'ils ont regardé les illustrations des cartes, mais le plateau de jeu en fait est remplacé par une planète Mars en 3D. Ouais. Et tout le layout des cartes a comme été refait, c'est comme plus transparent, un peu plus futuriste. Là. Ouais, puis l'expérience de jeu, là nous on a joué une game solo en fait, là, mais c'était assez bon en fait. Là. Ouais, absolument, ça oui. Très bien. C'est clair que c'est un jeu que j'ai envie d'acheter parce que ça permet de faire des parties plus rapides aussi de Terraforming Mars. Ben oui. On n'a pas testé de mode à 2 joueurs. Ouais, on peut jouer à plusieurs devant le même écran. Donc à tour de rôle. Donc quand c'est ton tour, ben, tu choisis tes trucs, tout ça. Puis une fois que tu as terminé de jouer ton tour, tu vas ailleurs, je sais pas. Puis là, c'est la personne suivante qui va être. Je suis un peu plus sceptique. C'est pas l'idéal. Exactement. Mais par contre, il y a un mode multijoueur en ligne. Et là, à ce moment-là, ben. Je pense que c'est ça qui va être vraiment populaire. Exactement. Le hot seat pour un jeu comme ça, c'est pas l'idéal. Ouais. Non, mais reste à voir peut-être aussi l'intelligence artificielle. Elle est à quel niveau, elle est développée comment est-ce qu'ils vont balancer la difficulté. Ça peut être intéressant des fois aussi de jouer avec un ordi, surtout à ce genre de jeu-là où il y a quand même des stratégies qui sont claires, puis il y a vraiment des façons d'optimiser. Vraiment cool, en fait, j'ai très très hâte de jouer. Notons peut-être aussi l'ajout de bandes sonores qui avait l'air, en tout cas, space, super intéressante, ouais, exact, c'est un petit ajout, là, évidemment. Versions numériques peuvent se le permettre, mais ils ont fait l'effort, là, puis la trame sonore était assez intéressante. Là, c'est le fun. Des petites animations aussi. J'aimais bien personnellement, tu as la planète Mars qui est tout rouge au début, puis quand tu places une ville ou une forêt, tu vois vraiment la ville ou la forêt. C'est pas juste qu'ils ont pris le graphique de la tuile. Non, c'est vraiment une ville en 3D. Non, ça c'est cool. Tu sens qu'elle se merge avec, puis tu sais, comme on dit, on met deux tuiles d'océan à côté de l'autre, ben, ils se mergent ensemble comme ça en fait un, pas comme deux petits, évidemment. Donc, bon, l'animation ajoute beaucoup là aussi. Là. Ouais, c'est un petit plus. On a noté peut-être juste quelques mini trucs là de OK, si je veux vendre cette carte là, est-ce que je pèse là? OK, si je suis pas sûr, je veux voir mes cartes, je clique là, non, je viens de construire en une place que je voulais pas. En même temps, c'est que c'est une première partie. Puis, oui, ça, on n'est pas habitué sur l'interface parce que ça a l'air quand même assez bien fait, là, l'interface générale. Là. Je dirais que le seul truc qui agace et que je crois qu'il risque d'agacer les joueurs, c'est l'absence du draft en mode. Mais même en ligne, ça? Ben, semble-t-il, je l'ai pas testé, mais semble-t-il que c'est ça, justement. Je vais regarder ça plus en détail. Parce que, ouais, il faut savoir que là, c'est un peu particulier. On enregistre l'émission avant la date de sortie du jeu, mais le jeu va être sorti. Oui, c'est ça. Le jeu va être déjà sorti, là. Donc, mais nous, on est exclusive. On pourrait se faire tuer si on en parle avant. Ouais. Par le ludologue, il met sa main dans sa poche. OK. Vous êtes surveillés, les gars. Donc, ben vraiment cool. Là, je pense que merci beaucoup d'avoir essayé ça ensemble. C'était vraiment sympathique. Ludosophie. L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est un animal métaphysique. On peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Élevez votre esprit pour un moment de ludosophie. Ouais, ludosophie, alors on va... Ceux et celles qui savent pas c'est quoi encore cette chronique, c'est des petits moments de discussion semi-philosophique sur un livre, en fait, traitant du jeu.
Nous, on a choisi le livre Board Game That Tell Stories de Ignacy Trzewiczek, qui est un Polonais là, absolument génial, en fait. Donc, vous savez comment on aime les Polonais ici. Ouais. Et... Enchaîne. Ouais, donc on a eu un petit moment, là, ça arrive à tout le monde. En 3 saisons, je pense que c'est la première fois qu'on décroche réellement, là, puis qu'on perd le contrôle. C'est à cause que le ludologue est là, on est nerveux. Peut-être ça va être coupé au montage, ce bout-là. On sait pas. Donc, Ludosophie, cette semaine, j'ai choisi un tout petit article qui est assez intéressant qui s'appelle « Comment est-ce que j'ai pas gagné le Spiel ?» dans le fond. Okay. Là, c'est Ignacy qui écrit un article et qui dit comment est-ce qu'il a pas gagné le Spiel. Il est chez lui un soir, il y a comme une genre d'illumination, il a une idée vraiment bonne, il est vraiment excité. Puis là, il s'assoit, il écrit le jeu en comme 10 minutes sur une feuille, puis c'est un jeu vraiment simple, un jeu qui gagne des spiels, tu sais, comme un jeu qui gagne, pas Robinson, tu sais, un jeu qui gagne des spiels, là. Et là, il est comme, ok, c'est vraiment trop cool. Il commence à peinturer des genres de vallées et des petits moutons, ok, mais sur des tuiles. Donc, il commence à peinturer des petits moutons, des vallées. En fait, il fait ça toute la nuit, il est rendu 3h du matin, 4h du matin. Il continue à peinturer des petites tuiles avec des petits moutons, des petites vallées. Il finit, il est 4h du matin, il regarde ça, il dit c'est le plus beau proto qu'il a jamais vu de sa vie. Il est vraiment excité, le jeu il est tellement beau, genre il capote. Il s'en va se coucher, il se lève le lendemain matin, commence à boire son café, il regarde le proto, il est là devant lui, il est vraiment excité. Il dit « Ah, j'ai jamais vu un aussi beau proto, en plus les dessins, ça fait vraiment, tu sais, un jeu qui gagne le Spiel, tu sais, c'est vraiment comme un artistique, fait à la main, mais c'est cool, tu sais, puis là, il commence à tester le jeu, en fait, après 2 minutes, il se rend compte que ça marche pas en tout, genre, pas tout ça, il met ça dans la poubelle, c'est comme ça qu'il a pas gagné le Spiel. Donc, belle anecdote, en fait, je trouve, puis ça me fait penser, ça m'a fait penser à une anecdote que j'ai vécu qui était pratiquement similaire à ça. J'avais une idée de jeu de course, puis c'était genre un jeu de course où t'étais sur des girafes, puis c'était comme vraiment funky. J'avais passé la nuit à faire un proto, j'avais pas des images, je les avais découpées, j'avais collé tout sur du carton vraiment bien. Le lendemain matin, je me lève, ça n'a pas rapport, en fait, c'est un roll and move vraiment simple. Non. Mais je trouvais ça intéressant parce que la morale, c'est vraiment, tu sais, teste tes jeux avant de te lancer dans un proto, là, puis d'engager un artiste, puis de printer ça sur du gros carton épais, puis de couper. Parce que ton proto, là, tu vas le refaire minimum 30 fois pendant la création d'un jeu. Si à chaque fois les gens mettent énormément d'efforts dans leur prototype, après 2 fois tu peux plus le faire, t'es rendu démoralisé en fait. Là. Tu te dis non, j'ai passé 5 heures à faire ce proto-là, je pourrais jamais recommencer. Il faut que ça marche comme ça, sinon je le fais plus. Et ça c'est un classique. JF, j'imagine que t'as déjà vu ça à certains moments. Ou... Mais je trouvais ça intéressant aussi, surtout le fait que tu designes pas un jeu pour qu'il gagne le Spiel, dans le sens que, tu sais, c'est comme, tu peux avoir ça en tête, mais c'est pas comme ça que tu vas gagner le Spiel, je pense. Puis c'est pas juste avec des belles illustrations que tu fais ça non plus. Fait que oui, c'est sûr que souvent la première idée, c'est comme l'idée de génie. Puis là, quand tu la développes, tu te rends compte, ouais, c'est pas si du génie que ça. Tu sais, quand tu le testes, pis tout ça, exactement. Que ça demande plus du travail que l'étincelle de, tu sais, l'éclair de génie pour popper un bon jeu. Mais c'est souvent le feeling quand on a souvent une bonne idée ou une idée qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. Soit on l'idéalise peut-être un peu plus. Puis, ben, c'est ça, quand tu vas te coucher, puis tu te réveilles, puis le lendemain matin, à tête reposée, tu te dis, ouais, c'était peut-être meilleur hier dans ma tête. Genre. J'aurais dû jouer hier, j'aurais dû le tester hier. C'est ça fitait plus, là, je suis comme on dirait que je le file moins. Là. Fait que, c'est normal, mais en effet, c'est les mécaniques là, qui est super importante, puis, ben, tu sais, c'est le fun de dessiner, puis de faire le design du jeu, mais comme assure-toi d'avoir un jeu derrière qui tient la route. Là, mais une chose que j'ai souvent entendu par rapport à ça, c'est qu'un jeu, ça se crée en le testant. Et dans le fond, justement, ça se crée en le testant. Donc c'est sûr que ton premier test,
il risque de pas être très Mais bon. souvent, les meilleures idées, hein, c'est par des tests, des erreurs. Il arrive telle chose, C'est ça. puis là tu y penses, puis là faut que tu corriges un bug, fait que tu trouves une idée qui va changer les mécaniques. Donc la première version, en fait, je me rappelle pas d'avoir testé un proto qui était testé pour la première fois et qu'on a pu faire une partie là, au complet. Ouais, là. la plupart Souvent du après temps, 2 tours, t'es comme ok, non, j'avais pas pensé à ça, ça marche pas, Non, faut qu'on c'est ça. change telle chose. Donc si t'as balancé toutes tes cartes avant d'avoir joué une fois à ton jeu, joue-y une fois avant. Ouais, c'est ça. Ouais, puis t'as même encore des jeux qui sont édités puis qui sont très bons, mais qui, pendant la partie, tu t'arrives dans une situation où, what the fuck, qu'est-ce qu'on fait là? Ah ouais, la règle est pas claire, Ouais, c'est ça, puis, exactement. Puis là, il tu te savent retrouves jamais. à aller chercher sur BGG, puis au final, ça devient quasiment une question d'interprétation. Puis, Ça me fait penser à notre game de Blue Lagoon. ouais. La situation que j'ai. C'est le fun, je me suis amusé. Ouais, en tout cas. C'est un inside. Désolé. Non, c'est bon les gars, c'est un podcast d'inside. Hein. Mais bref, c'était bien rigolo. Ouais, à chaque 2 minutes, je suis comme check des règles, comment c'est là? Poser des questions comme. Mais pour moi, le jeu a atteint son objectif, on a eu du fun. Ouais, non, c'est. Pour moi, C'est un bon jeu, ouais, j'en ai ouais, déjà c'est parlé, là, c'était une belle expérience. Disons que je me suis amusé à fouiller toutes les petites failles de la règle. Ah ouais, mais ça, c'est sa spécialité au ludologue. Ben oui, mais je le sais, il arrêtait pas de vouloir casser le jeu. Tu connais le slogan? Ouais, on ne joue pas avec le ludologue. Ben là, c'est pas, ça vient pas de nulle part. Là, Ben ça, oui, je là. le sais, il checkait tout le temps, chaque petit truc, chaque truc. Ouais, mais je suis obligé de le mettre de ce côté-là. Tu peux jouer, mais il jouera pas au même jeu que toi. Là. Lui, il joue que dans le méta. Là, tu sais, c'est comment est-ce que je peux trickster les règles pour gagner? Il était prêt à perdre pour prouver que le jeu était brisé parce qu'il manquait une règle pour comme pas faire le truc qu'il fallait pas faire, mais que c'était évident que tu voulais pas faire. Puis que tous les gens qui ont posé la question, ouais, mais je peux-tu faire ça? Il était comme, ben tu peux le faire, mais tu vas perdre. mais je trouve ça super intéressant qu'un jeu te permette de faire une action qui t'élimine de la partie. Ouais, C'est pas juste que tu exactement. perds, t'es out C'est of comme the game. il y a comme 2 parties au jeu, puis si dans la première partie t'as pas fait telle action, tu joues pas dans la deuxième partie, mais, Ouais, mais tout ça le monde dit- le fait, ouais, tu sais, c'est c'est comme tu te poses pas la question de pas le faire, là. C'est comme forcément tu vas le faire. Mais t'es pas tenu de le faire. C'est Voilà. ça qui est particulier. Non, mais Voilà. je trouve ça super intéressant. Hein, parce que dans les jeux à élimination, bon, ok, je sais que je vais peut-être mourir, tout ça, mais là, c'est pas un jeu à élimination du tout. C'est juste qu'il y a une action qui est optionnelle, dans le sens où elle n'est pas obligatoire pour pouvoir faire progresser le jeu, mais que si je n'ai pas fait cette action optionnelle, je ne peux pas jouer la deuxième portion du jeu. Non, mais je trouve ça complètement capoté comme truc. Puis- C'est vrai, pis c'est vrai qu'il y a pas une petite règle qui te force un jour Ouais. à faire cette action-là, Ouais. tu sais. Mais je comprends que ça serait dur à gérer d'une Effectivement. certaine façon. Mais en effet, ouais, il a trouvé une faille. C'était C'est Blue une Lagoon. C'était Blue Blue Lagoon Lagoon. percé à jour par le ludologue. Voilà, un rider qui dédia. Oh, Le là, exact, le brisé en deux. Ah, putain! C'est pas un gars avec qui il faut niaiser, ça, là. Je comprends que t'es un gars des forces obscures, mais... Ben, c'est pas lui qui vous a envoyé une lettre. ben, aussi. c'est ça, exact, là. Donc, c'est pour ça que je te dis... Ben, si vous Fais faites attention, du chantage, des faut trucs faire comme ça, attention. hein. ouais, C'est pas un gars cool, hein. Non, c'est un gars dangereux. C'est un gars très dangereux. Ben, mesdames, messieurs, on est ici pour parler de jeux d'Halloween. Oh, oui. Jeff, je vois que tu nous as préparé un historique, là. Ça Ah, faisait c'est longtemps. pas un historique. Ça faisait Yes. longtemps que t'en avais pas préparé. En effet, mais je voulais parler d'un vieux jeu. Ok. Parce que, bon, moment historique, là, de où viennent ces jeux-là, on s'entend. Mais, je vais parler d'un jeu un peu particulier. C'est peut-être l'ultime jeu d'Halloween qui en est pas vraiment un. Et je parle bien sûr du Ouija. Ah, ouais. Le fameux Ouija, qui On est peut pas dans ma probablement encore populaire de nos jours. Un jeu qui a été créé en 1890 et breveté l'année d'après. Et qui a toujours été vendu comme un jeu, en fait, depuis le début. En fait, il était vendu et présenté comme ça. En 1966, ben, Parker Brothers a acheté les droits du jeu, donc qui ramène encore plus dans le monde du jeu. Du jeu. Et il a acheté les droits pour $1 million en 1966, hein, quand même. Ça doit être beaucoup aujourd'hui, là. Shit. Oui, sauf qu'ils n'ont pas regretté leur move parce que l'année d'après, ils en ont vendu plus de 2 millions et ils sont rentrés dans leur argent assez aisément. En fait, c'est un jeu qui est considéré comme dans les jeux les plus célèbres et les plus vendus. Pas les chiffres exacts, mais on parle quand même d'un jeu qui est vendu depuis longtemps et qui a quand même été assez populaire. À part Jumanji, j'en connais pas d'autres qui sont plus populaires que celle-là. Il faut dire aussi que le Ouija est très connu parce qu'il a été il est
très connu et célèbre parce qu'il a été repris dans plusieurs œuvres littéraires et cinématographiques. C'est rendu un élément culturel, en fait, pratiquement connu. Donc, des œuvres là, comme Le Fléau de Stephen King, le film L'Exorciste ou la série des films Paranormal Activity. Faut noter aussi qu'il y a 2 films à son nom. Donc, Ouija en 2014 et Ouija Les Origines en 2016. Donc, tu sais, malgré le fait que, bon, ben, de nos jours... Ouija, on le considère plus vraiment comme un jeu, ben il va quand même toujours faire partie de notre imaginaire collectif, comme une des activités là, typiques, une activité mystique qui attire les jeunes en quête de sensation forte à l'Halloween. Oh, les démons! On aurait dû faire une game de Ouija. C'est le bon moment, hein? Ouais, mais tu sais, en même temps, tu parles de la planche de Ouija, tu sais, il y a un petit côté un peu ésotérique derrière, mais les osselets ou même les jeux de dés, ce sont des trucs qui descendent de l'idée que les dieux te favorisent ou pas, donc il y a une pensée un peu mystique derrière les premiers jeux, en quelque sorte, qui traînent encore un peu dans la planche Ouija, qui traînent plus tant dans les jeux de société, quoique il y a des gens qui soufflent encore leur dés ou des trucs comme ça, dans l'espoir d'être favorisés au moment du lancer. Mais oui, effectivement, la planche Ouija, d'ailleurs je fais un petit crochet si je peux me permettre, sur des amis qui travaillent en boutique de jeux et qui se font, pas régulièrement, mais c'est une histoire qui m'est revenue plusieurs fois, demandée par des gens que ça fonctionne-tu vraiment? Ah ouais, ça c'est bon. Puis ils répondent quoi à ça? Dépendamment du client et dépendamment de l'employé, les réponses sont variées entre oui madame c'est sûr que ça fonctionne et non monsieur quand même, soyez sérieux. Donc, non mais c'est tellement utilisé, tu sais, on le voit partout, puis dans tous les films, pas toutes, là, mais dans les films d'horreur, ils utilisent la planche de Ouija pour communiquer, c'est comme si c'était rendu quelque chose qui était légitimisé par la fiction, exactement, puis les gens sont comme ah ben ça existe pour vrai cette affaire-là, puis on dirait que si tu connais pas de où ça vient, ben tu peux être mystifié par ce jeu. Ouais. Absolument. Messieurs, en fait, je vais juste devoir faire une pause dans l'épisode. Parce qu'on a oublié de faire une affaire importante. En fait, c'est pas une vraie pause, c'est une vraie pause. Là. Je coupe, là. Ça va être au montage. Là. Ah ouais, un montage, pas vrai. Ça va être au montage parce qu'on a oublié de faire l'ordre. Tu sais, on sait pas l'ordre de ses jeux à lui. Là. Pour le top 5, ni pour les mentions honorables. T'sais, on n'a pas coché là, ces trucs. Là. Non, en effet. Ouais, c'est ça. Fait que ça peut tout fucker le top 5. Ça peut le rendre vraiment chaotique. Là. Ah ben c'est correct, c'est parfait. Ça. Un peu de chaos, c'est toujours ouais, mais c'est vrai que tantôt je me disais il faudrait peut-être partager le document pour qu'ils voient. Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai pas. C'est ça, vous avez toutes vos infos puis tout. Mais c'est juste qu'on a fait une liste de jeux. Moi je suis en aveugle. Mais en fait, on peut juste checker ton top 5. Ouais, ben c'est kind of ça, mais je pensais l'improviser. C'est ça. Tu vois, il y en a 6 là-dedans. Fais attention avec celui-là. Ouais, regarde celle-là. Hop, je pensais pas le. Ok. J'hésitais là, puis je le mettrais pas. Voilà. Ok, fait que tu vois, celui-là, t'en parles pas dans les mentions honorables, One Night. Ok. Ouais, c'est juste ici, exactement. T'as-tu Fury of Dracula là-dedans? Non. J'avais la planche Ouija dans mes mentions honorables. Ah, ok. Mais il en a déjà parlé. Je voulais justement faire un petit peu d'histoire de la planche Ouija, mais Jeff l'a fait. Ben, tu l'as fait. Ouais, Jeff l'a fait. Donc c'est parfait. Soirée, meurtre et mystère. Ouais, okay. ben, c'est ça. Ben, Atmosphere, faut l'enlever aussi. Ah ouais, tu l'as mis dans ton top. Ouais. Ben, j'allais le mettre dans mon top comme le jeu ultime. Puis finalement, moi, c'est le top 1. Ouais, c'est ça. C'était mon top 1. Puis finalement, j'ai fait. Je vais mettre en mention honorable parce que. Ouais, non, c'est ça. Mais parce que c'est trop à part. C'est vraiment fucké, mais je comprends. T'sais, pour moi, en fait, ce serait comme le 0 du top 5, genre. Ouais, ok. Comme le Ouija. Tu sais, tu fais ton top 5 puis à la fin, tu parles de celui-là, tu sais. Tu dis, puis ouais, tous ces jeux-là, c'est rien comparé à. Même si en réalité, les jeux sont meilleurs. Oui, c'est ça. J'avais Ouija dans mon top 5. Ben, dans mes mentions honorables, hein. Pas de mon top. Ben, tu peux en reparler. J'avais fait des petites recherches dessus pour pouvoir dire. Ok, mais t'as bien couvert le sujet. C'est quel ton top 1? Ça va être genre ça, là. Ok, ça c'est le top 1. Ça c'est 5, 4, 3, 2, 1. Ghost Story, on va le skipper, on va le skipper parce qu'il revient plus tard. Fait que c'est correct. Puis je pense que c'est bon. C'est bon pour 2? Ouais. Ah ouais. Ouais, finalement, on n'est pas tant pareil.
Ok, alors c'est maintenant le moment des mentions honorables des jeux d'Halloween. Les mentions honorables, c'est quoi? C'est des jeux malheureusement qui n'ont pas fait le top 5, mais qui méritent quand même une petite mention. On a toujours des listes beaucoup plus exhaustives que qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire. Donc on va peut-être en parler de 2 à 3 chacun, tout dépendant comment on se sent. Sylvain, le ludologue, tu commençais avec quelque chose, une mention honorable? Ouais, ben je vais commencer rapidement par dire que quand j'ai demandé à Simon qu'est-ce qu'il voulait dire par jeu d'Halloween, il m'a répondu jeu d'Halloween. C'est clair. Ben, c'est clair et pas clair en fait, parce que moi j'en suis venu à me poser la question genre, est-ce qu'il y a des jeux qui font peur? Il n'y en a pas tant que ça. Est-ce qu'il y a des jeux de société qui font peur? Je vois pas des jeux de société qui font peur. Un jeu vidéo ça peut te faire peur, un film ça peut te faire peur, vrai, un livre ça peut te faire peur. Mais un jeu de société que ça te fasse peur, j'essayais de voir quelque chose qui venait vraiment. Et a priori, ce que je vois qui peut faire peur, c'est peut-être dans des coops, quand tu arrives dans une situation où c'est tendu et tout ça, mais est-ce que ça fait vraiment peur, tu sais, de la carte qui sort? C'est pas du jump C'est pas scare. le même genre de peur Exactement. que t'as en écoutant un film. C'est ça, exactement. Peut-être le plus proche, ce serait peut-être un jeu un peu horreur qui serait Legacy, où tu ne sais pas ce qui va arriver tant que tu n'as pas déchiré la carte ou un truc comme ça. Ça serait peut-être la façon de le simuler le plus proche. Bref, c'était ma petite réflexion là-dessus. Donc, tu voulais que je te présente mes... Oui, ben c'est Mes mentions magnifique. En honorables. fait, ben tu vois, tu parlais de ça, puis j'avais un jeu dans mes mentions honorables que j'aurais facilement pu mettre dans mon top 1, mais que j'ai pas fait, mais qui fait vraiment peur parce que t'as peur pour ta vie, t'as peur pour tout, et c'est Backstab. Donc Backstab, on en a déjà parlé un petit peu, c'est vraiment un des jeux qui fait peur. Sinon, j'ai un autre jeu qui fait peur aussi, c'est le jeu Opération. Ben voyons donc. Opération, c'est un jeu qui te fait des jump scares, en fait. Ça te fait un petit choc électrique. Et sinon, le timer de categories. Que j'avais dans ma liste aussi. Là. Donc ça, c'était vraiment 3 mentions honorables, un peu, qui étaient un peu spéciales, mais qui se faisaient peur. Tu sais. Je comprends, mais tu nommes les jeux qui font peur, puis on s'entend que la thématique. Fait pas pas avec les les films, films, les jeux qu'on non. pourrait s'imaginer. Non. L'horreur se cache peut-être dans les trucs les plus inattendus. Les plus inattendus, Dans en cette effet. opération, là, tu dissèques un gars, tu vas chercher genre des choses vraiment atroces dans son corps. Tu sais, il a été. C'est vrai que si tu leur skin un peu, ça peut être... Ah non, mais le gars, il s'est fait mettre je sais pas, un train dans le bras. Tu sais, c'est vraiment comme des trucs atroces quand tu y penses. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait peur. Ben, pas le look, là, mais Non, si, pas le look. si le rebrander un peu, ça pourrait. Ça pourrait. JF, t'as-tu une petite mention pour nous? Oui, ben je vais peut-être commencer par parler de Mountain of Madness. Ouais. Euh, plus dans sa thématique que réellement dans son énergie d'horreur, c'est-à-dire que Mountain of Madness c'est un jeu coopératif dans lequel nous jouons des explorateurs, nous allons devoir découvrir une montagne un peu obscure. C'est l'univers de Lovecraft, hein, dans l'univers de Cthulhu. Donc c'est vraiment ça qui joue, puis c'est pour ça que j'en parle aussi, parce que tu sens... C'est pas un jeu d'horreur nécessairement, tu sens pas nécessairement, t'as pas peur, t'es pas nécessairement... Le visuel non plus ne donne pas nécessairement un sentiment d'horreur. Par contre, ben, c'est l'univers Cthulhu et on va jouer avec je me rappelle même plus du terme. Les folies. Les folies, ben oui, tout simplement. Où chaque joueur ben, va être de plus en plus fou et donc va devoir faire des choses autour de la table qui va restreindre la communication entre nous. Et dans ce jeu, ben, la communication, c'est la clé. Fait que c'est un jeu que je mentionne surtout à cause que ben, la thématique, puis ben, en fait, le jeu, le sujet est un sujet d'horreur, même si je trouve que c'est peut-être pas le jeu qui représente le mieux un jeu d'horreur en soi. Mais mécaniquement, il est là dans le sens que on incarne ces folies-là et ça contribue grandement au jeu, je trouvais. Donc ça, c'était Mountain of Madness. Si je peux rebondir rapidement là-dessus, j'ai joué une partie de Mountain of Madness qui était bien rigolote, mais si ça ne fait pas peur, ça crée quand même des certains malaises parce que les joueurs, des fois, ils ont certaines folies qui font qu'ils s'agissent de façon un peu erratique. Ouais. Et tu sais pas trop, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer chez le joueur. Es-tu genre mal compris? Es-tu en train de jouer sa folie? Donc, il y a quand même, t'es quand même un peu à la frontière de l'étrange, du particulier, Ouais. du curieux. T'es pas dedans complètement, mais il y a quand même Exact. quelque chose. Puis Mais- effectivement, moi aussi, Mountain of Madness, je l'ai pas eu dans ma liste, mais j'y ai réfléchi beaucoup. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, hein, faut dire aussi que, bon, quand tu deviens fou, tu piges une carte qui va te dire, ben maintenant, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, dis ça, il faut que tu dises telle chose, whatever. Tu peux pas parler à telle personne. C'est ça, exact, ou tu dois à chaque fois, pour parler à quelqu'un, tu dois lui flatter le visage, ou des trucs comme ça. Mais les autres le savent pas, a priori, là. C'est-à-dire, tu le gardes, tu le lis, tu le gardes pour toi-même, et tu dois l'agir, et les autres doivent comprendre c'est quoi ta folie
pour pouvoir patcher puis C'est réussir ça, pour pouvoir te gérer puis pouvoir que tu réussisses quand même à communiquer. Donc, oui, mais absolument. Tout à fait d'accord. Bon point. Mais là, messieurs, vous avez exploré l'horreur, on a exploré l'horreur et tout ça, mais en même temps, le thème, c'est les jeux d'Halloween. J'ai pas entendu le mot Halloween une fois jusqu'à maintenant. Donc, on va continuer les mentions honorables, mais on a exploré... Mais c'est pour ça que les mentions honorables n'est pas dans le top 5, justement, non? Ouais. Exactement. C'est parce que c'est pas vraiment des jeux d'Halloween. En fait, un bon, je pense qu'on a toutes dans nos mentions honorables, c'est la créature de la crypte ou la crypte de la créature. La crypte de la créature, oui. Ouais, et un jeu de. Floors, ouais, c'est ça, Friedman Freeze en fait. Friedman Freeze, un jeu dans lequel on incarne des genres d'adolescents ou des enfants, enfants-adolescents, là, des gens à la Stranger Things, comme on pourrait dire, hein, de nos jours, même si ça n'existait pas en ce temps-là. Non, c'est ça. Et qui se font pourchasser par une créature absolument mutante. Ça peut être un Frankenstein avec un corps de momie, des pieds de loup-garou. En fait, c'est vraiment comme une espèce de créature, là, vraiment toutes les mythes mélangés ensemble. En fait, c'est des pièces en carton que tu peux assembler et la créer comme tu veux. Et en même temps, c'est un petit jeu vraiment simple là, d'évasion où dans le fond, la créature va se déplacer automatiquement chaque tour. Puis toi, tu veux te positionner pour pas être dans ses mouvements. Mais c'est un jeu quand même que la thématique, elle est vraiment là. On s'échappe d'une grosse créature, t'es des enfants qui s'échappent de ça. Donc tu sens vraiment l'espèce d'effet d'Halloween. Hein? Ouais, absolument. C'est juste pour plugger le mot. Mais si tu veux que je rebondisse sur Halloween, moi dans mes mentions honorables, j'ai mis un jeu qui n'est pas un jeu de société à proprement parler, c'est les soirées meurtres et mystères. Moi je fais les soirées d'intrigue, c'est un peu le même truc. Parce que c'est un truc qui est beaucoup joué dans la période entourant Halloween. Ben oui, certainement. Et Noël. Ouais, et Noël. Mais beaucoup Halloween parce que c'est une occasion de se déguiser, mais de faire plus que juste on fait un party puis on est déguisé. Il y a un thème autour puis il y a une petite intrigue. Donc c'est pas un jeu de société, donc je l'ai pas mis dans mon top, mais tu peux l'acheter dans une boîte au Walmart. C'est ça, mais je recommande pas en fait, parce que souvent ils sont pas super bons ça. Non, sauf que je sais qu'ils sont pas très bons, mais ça peut être le fun pour des gens qui ont aucune idée c'est quoi ces trucs-là. Par contre, il y a mieux, appeler le ludologue, il va vous monter un scénario custom et ça va être vraiment excitant. JF? Ouais, ben écoute, qu'est-ce que... Tu sais, on peut pas même si je ne la connais pas beaucoup, mais on peut pas parler de la série des Arkham Horror. Ouais, absolument. Bon, on est encore dans la Cthulhu, dans l'univers Cthulhu, donc... Ok. Donc, Arkham Horror, Eldritch Horror, Arkham Horror The Card Game, et même le Dice Game Elder Sign. Elder Sign, j'ai joué beaucoup à Elder Sign sur mon téléphone cellulaire. Ouais. Ouais, puis ça marche bien, mais bien sur un téléphone. C'est un petit jeu coop où justement la thématique, la force de ces jeux-là, mais je pense qu'on aura la chance d'y revenir plus tard de toute façon. Hein. Donc, de mon côté, j'aimerais mentionner 2 jeux, en fait, que je n'ai jamais joué, en fait, mais qui avaient l'air de fitter vraiment bien dans l'état qu'on est en ce moment. Il y a un jeu qui s'appelle Zombie in My Pocket. Zombie in My Pocket, c'est un genre de print and play, je pense. Tu peux l'acheter en jeu de société, mais ça n'a pas été très long. Je l'ai vu passer une année. Ouais, ça c'est un petit jeu, en fait, c'est une espèce de feuillet pratiquement que tu as dans ta poche, hein, Zombie in My Pocket. C'est un jeu solitaire, portable. Moi je l'ai vu principalement en print and play, mais ça a l'air cool, puis ça a l'air comme quand même assez intelligent, malgré le fait que c'est sorti je crois en début 2010, c'est encore un jeu qui est relevant sur les forums, qui est encore là comme étant un bon jeu solo, un bon print and play. À essayer prochainement, je l'ai jamais essayé. Rapidement pour terminer, l'autre jeu que j'ai pas joué, que j'aimerais vraiment jouer, c'est Arkham Noir. Ça c'est les jeux de Yves Tourigny. En fait, c'est une série de jeux qui est basée sur des livres. Et en fait, j'ai aucune idée c'est quoi, à part que c'est des genres de jeux de cartes. Là. C'est super beau. C'est fou, c'est lui qui fait tous les dessins, puis c'est de toute beauté. En fait, il met tout le temps des dessins sur Facebook de ce jeu-là, puis je suis comme, c'est quoi ça? Puis ça a l'air des trucs vraiment sombres, d'enquête. Puis, Yves, quand tu passes à Montréal, viens nous voir. Ouais, Yves, on t'attend, là, on a besoin de toi, là, quand tu veux, là, en fait. J'ai besoin de quelqu'un pour signer ma copie d'Expedition Northwest Passage, puis je pense que ce serait toi le plus approprié pour le faire. Jeff, peut-être un petit dernier pour terminer ça? Peut-être un petit dernier, j'irai avec Gloom. Gloom? Oui. Les cartes transparentes. Ben oui, c'est ça, exact. Un jeu de la famille Adam, pratiquement, on s'entend.
Un jeu où on va avoir des membres de la famille et on va jouer des événements positifs ou des événements négatifs sur ces cartes-là. En fait, principalement, ton but, c'est que ta famille meurt et meurt dans, idéalement, le plus triste, le plus sombre possible, dramatique, exactement. Donc, bizarrement, tu vas mettre des effets négatifs à tes personnages et tu vas mettre des effets positifs aux personnages des autres joueurs pour que leur personnage soit plus heureux. Donc, il faut mentionner aussi Gloom, un jeu avec des cartes transparentes, c'est un des premiers, ça c'est en 2005 en plus, là, puis même depuis ce temps-là, c'est pas une grande quantité de jeux qui utilisent ça. Oui, tu as ton personnage, carte transparente, tu vas rajouter une carte, puis va ajouter un bonus, une autre carte par-dessus, elle peut rajouter un autre bonus ou couvrir un bonus que tu as déjà eu. Donc, super intéressant, là, mécaniquement. Donc, ça, c'était Gloom. Magnifique! Alors, ouais, là, c'est ça. On est prêt pour le top 5, je crois. À moins que quelqu'un ait un petit dernier à amener ou. Non, c'est vrai que je pense qu'on couvre pas mal. Là, ouais, on couvre pas mal ton top 5, ouais, magnifique. Parfait. C'est ça, donc le top 5 des jeux d'Halloween. Mais avant, une petite chose bien spéciale qu'on aime bien faire. Comme vous vous rappelez, nous étions en République dominicaine cet été et nous avons donc continué la partie, le tournoi de Ricochet Robot. Donc on est là peut-être pour en faire un petit résumé rapide de cette troisième ronde. Cette troisième ronde, en fait, il y avait quand même des gens assez importants dans la partie. On pourrait même dire que c'est sous le signe du Randolph que ça s'est passé, la troisième ronde. Ça s'est retrouvé comme ça pour la troisième ronde. On avait Rainer Kennedia, le docteur. Donc bon, ça n'a pas vraiment rapport, mais il était là. Donc, suspect numéro 1 encore jusqu'au jour. Numéro 1. D'ailleurs, c'est la dernière fois qu'on a vu Jimmy, je pense, à ce tournoi-là. En tout cas, nous, c'est pas mal là qu'on s'est dit que c'était potentiellement lui. C'est ça, exact. C'est la seule fois qu'on l'a vu d'ailleurs. Ouais. Fait que, en plus, à la plage, il y a un swag, c'est pas possible. Ensuite, on avait Marie, l'organisatrice étoile. Ouais, d'ailleurs, c'est elle qui a organisé tout ça. Tout ce gros tournoi-là. Exact, tous les gens, les invitations, la planification vers République. Le voyagement en avion, tout ça. C'était de la grosse organisation quand même. Mais elle a quand même... elle a deliver, elle a trouvé le temps de participer. Je pense pas que c'est sa spécialité, là, Ricochet Robot, mais bon. Non, mais il fallait qu'elle puisse... Ben oui, c'était le fun, On avait aussi Hubert... Ouais, ok. Donc, des fois, il y a des... Ça, c'était le gars qui s'est pointé, là, puis en tout cas, Hubert. Et nous avions Marie-Ève, designer extraordinaire, en fait, qui était là, et je pense qu'elle avait peut-être oublié qu'elle était venue au tournoi. Elle disait, hey, vous m'avez pas invité. Non, t'étais là. Mais oui, c'est vrai, hein. Je pense qu'elle avait, tu sais, République dominicaine, c'est open bar, hein, donc... mais c'est ça, donc la partie était assez serrée. Malheureusement, Hubert, on peut déjà l'éliminer d'entrée. Il était pas très très bon en fait. Mais il parlait pas ni français ni anglais. C'est un petit peu compliqué d'expliquer les règles. Si je me rappelle bien, en fait, c'était le touriste qui se prenait par là, puis vous avez besoin d'un quatrième joueur. C'est ça, en fait, faut le dire. On l'aurait pas dit de même, mais oui. Ouais, ok, c'était Hubert. En fait, ouais, c'est ça. C'était probablement pas son vrai nom d'ailleurs. Non, c'était comme ça que nous on l'a appelé. Ouais, c'est ça. Mais qu'on connaît pas. Non, c'est ça. Et Marie, l'organisatrice étoile, était correcte, mais malheureusement son score était pas suffisant là, pour qu'elle aspire aux grands honneurs. Elle a quand même eu juste 3 points. Mais quand même, elle était là, bien heureuse, elle s'assurait que tout allait bien en même temps, elle faisait une ronde, elle repartait, elle revenait. Ouais, c'est ça qu'elle ajoutait 3 points. Ouais, c'est ça, sinon elle aurait été plus élevée, c'est sûr. Là. Oui, et donc ça s'est joué vraiment entre Marie-Ève et le docteur. Hein? C'était un match, c'était vraiment 1-1, ça bandait de chaque côté. On voit que c'était des professionnels de ça. Marie-Ève était sûre de gagner, en fait, d'ailleurs, elle nous avait dit qu'elle était sûre de gagner. Ouais, exact. Elle avait aucun doute qu'elle allait le torcher. Ah, malheureusement, j'étais tellement déçu en fait quand j'ai vu que le docteur a raflé le dernier point. En fait, c'était un Joker et c'était 1. Ça, c'est toujours chiant, tu sais. C'est juste une question de millisecondes. Ouais, je sais qu'il y a même des règles maison qui sont contre ça, là. Quand c'est moins de 2 ou 3, ils le font même pas. Malheureusement, nous, c'était ça. Non, donc, nous, on joue avec les vraies règles. Donc, elle s'est fait avoir, mais belle performance. Donc, ça veut dire que le docteur s'est malheureusement pour nous rendu en demi-finale. On va voir contre qui, sûrement la semaine prochaine ou dans peu de temps en fait, pour le quatrième quart de finale en fait de ce tournoi de Ricochet Robot.
est le moment, le top 5 des jeux d'Halloween. Et là, vous allez devoir dire pourquoi c'est un jeu d'Halloween. C'est important. Alors, on va y aller avec le numéro 5. Alors, mon numéro 5 est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'Halloween. Donc, c'est fait. Voilà. Qui s'appelle Mail of Horror. Mall. Mail of Horror. Un vieux jeu d'Asmodée à l'époque, des vieux logos pis tout, de 2005. Écoute, c'est un jeu où on est des survivants. Chaque joueur va incarner une petite crew de survivants qui vont évidemment essayer de survivre aux différentes vagues de zombies qui vont apparaître. Il va y avoir différents lieux à chaque tour. On va assigner nos personnages à différents lieux. Mais c'est quand même un gros jeu de backstab. C'est-à-dire que les zombies ils vont tuer des gens de toute façon un jour ou l'autre. Et il va falloir que tu prennes des décisions déchirantes. Qui aider, quel joueur nuire et tout ça. Donc c'est quand même pour moi un jeu... je pense qu'il marche bien à Halloween. Je pense qu'il y a cette thématique-là par le fait que c'est un jeu de zombies, il y a une tension qui est vraiment forte, mais c'est aussi un jeu qui est fort au niveau de l'interaction entre les joueurs. Et pour les joueurs qui aiment peut-être perdre des amitiés, tout ça, c'est tout le temps pratique de temps en temps avoir un jeu qui peut bien te permettre de le faire. Si je peux rebondir, le jeu a été refait sur le nom City of Horror. City of Horror, ouais, ok, oui, par c'est vrai. Repos Prod, si je ne m'abuse, mais vraiment j'ai préféré Mail of Horror. Mais je croyais que c'était un autre jeu complètement... En fait, ils reprennent la même base. Ok, Ils complexifient chacun des trucs pour ajouter plus de profondeur, mais à mon avis, on perd le sens du jeu original. Là. Qui est peut-être plus de thématique, parce que ça reste que, la thématique, ça aurait pu être autre chose, puis ça aurait pas changé grand-chose. Mais le fait que c'était assez simple, tu sais, c'est vraiment direct, là, ouais, exact. Mais c'est vraiment tendu, là. Les games que j'ai faites, là, c'est comme... Il y avait vraiment de la vraie tension, puis tu sais, j'ai vu des couples s'engueuler à ça, puis le gars qui c'est comme, il y a un peu du king-making, parce que c'est comme, si je t'aide toi, j'aide pas l'autre, mais si je te laisse, je peux pas t'aider. Le gars qui voit les caméras à chaque tour, il voit où les zombies arrivent, il a tellement le contrôle du jeu. Oui, en plus, oui. Fait que beaucoup de tension, c'est un jeu avec une grosse ambiance puis une forte interaction entre les joueurs. Là. C'est pour ça qu'il a fait mon top 5. Nice, jamais joué, mais j'ai bien hâte d'essayer ça. Sylvain? Moi, mon numéro 5, il s'en vient plus tard, à ce qu'on m'a dit, donc on en reparlera plus tard. Okay. Bien vu! Mon numéro 5, il s'agit du jeu Mansion of Madness. Ouais. Donc, peut-être qu'on va en reparler un petit peu tantôt, mais c'est pas un jeu spécifiquement de la série des Arkham Horror, mais il est dans l'univers de Lovecraft, fait par Fantasy Flight. On va retrouver des personnages qui sont extrêmement similaires. J'ai pas joué à la nouvelle version dans laquelle il y a une application en fait qui parce qu'habituellement il y a un maître de jeu, c'est comme un contre tous, c'est pas vraiment un maître de jeu en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer il va jouer les créatures, il va jouer la mansion dans le fond. Mais là on rajouté un mode avec une application où tout le monde c'est coopératif dans le fond. Mais ce que j'aime de ce jeu-là et ce que j'ai aimé, l'histoire est vraiment intéressante. En fait, tu vas vraiment créer une histoire, peut-être par le fait que c'est tous contre un, pas juste coop, pas tout le monde contre tout le monde. Tu vas vraiment aller créer une histoire en fait assez excitante, immersive. Ouais. Mais moi non plus, j'ai pas essayé la nouvelle édition. En effet, ça a l'air intéressant là, avec l'application. Le fait que j'aime ça, le fait que ça soit tu puisses jouer en vrai coop là, parce que je trouve que c'est tout le temps un peu particulier les uns contre tous, puis surtout dans des jeux comme ça là, on s'entend que c'est souvent 2 heures et plus là, comme type de jeu. Fait que t'isoles vraiment quelqu'un. C'est ça, marche pas la même expérience. Fait que tu sais, il y en a plein qui marchent super bien. Mais le fait que tu puisses remplacer un joueur par une application, tu te rends compte que finalement peut-être que le joueur, c'est ça, les joueurs. Il n'y a pas grand chose à faire. Là. C'est ça, peut-être que les joueurs, les investigateurs ont plus d'intérêt à être joués. Donc, mais en tout cas, ça serait un à essayer, en effet, super intéressant. Numéro 4. Alors, mon numéro 4, c'est un jeu assez connu, assez populaire. Et c'est le jeu Dead of Winter. Qui est pour moi dans les jeux clés, si on veut, avec cette thématique de zombies.
qui est C'est pas les jeux de zombies, c'est les jeux d'Halloween. Je le sais, sauf que c'est le genre de jeu avec la tension, avec un peu de la peur, si on veut, tu sais. En fait, c'est pas un jeu de zombies tant que ça. Là. En plus Un jeu de survie. c'est Ouais, ça, de exactement. communauté, de survie. Mais dans une thématique, là. Les zombies sont là, ils nous entourent. C'est pas le truc majeur, mais ils sont là, puis ils ont une importance. Puis, ben, c'est ça. C'est cet aspect de tension, cet aspect narratif qui est intéressant avec les Crossroad Cards qui peut rajouter beaucoup de narrativité à un jeu plateau plutôt, tu sais, assez classique, si on veut. Pas classique, là, mais tu sais, qui est assez standard, mais c'est cet aspect-là narratif qui est super intéressant aussi. Si le joueur assis à côté de toi, il se gratte le cul puis il joue une carte. C'est un gros... C'est pas ça. Ah, c'est pas ça? Les Crossroad Cards? Je pensais que c'était des trucs de même. Et ben c'est ça reste un gros classique. Pour moi, c'est un des jeux là assez haut dans la liste là, dans les jeux d'horreur, Halloween, zombies. Moi, j'y ai pensé beaucoup à Dead of Winter. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais pour moi, c'était trop survie co-op là, pour être vraiment un jeu d'Halloween, mais je suis content que tu l'aies mis, on peut en parler un peu au moins. Ouais, je suis tout à fait d'accord que c'est un jeu qui est vraiment sympa avec les cartes croisées qui amène d'un côté de narration avec des choix moraux un peu. Mais même chose, j'ai pas mis dans mon top parce que j'ai essayé d'éviter tous les jeux de zombies. Hein. Ah ouais. Parce qu'il y a de la matière pour l'épisode 10. Non, mais c'est comme jeu de zombies. Ben, c'est surtout que les jeux de zombies sont pas mal plus connus globalement. Donc l'idée c'est de faire ressortir des jeux qui n'ont pas forcément des zombies mais qui peuvent faire Halloween. Absolument. Sylvain? Ouais, ben je pense que c'est la même chose que toi, Simon. Oh, est-ce qu'on est dans le One Night Werewolf? Ultimate Werewolf. Ultimate Werewolf, ouais. Ultimate. Il y a une différence, et c'est juste qu'il y a tellement de compagnies qui ont pogné ce concept de jeu-là qui a plein de noms. Ben, je vais te laisser l'introduire. Ouais, en fait. ben c'est ça, ben je pense que pas mal tout le monde qui écoute Balado Ludique, et même ceux qui n'écoutent pas, connaissent les loups-garous de tierce lieu. Ça fait tellement longtemps que ce jeu-là tourne, et il était même connu avant sous le nom de Mafia. Donc, l'idée de The One Night Ultimate Werewolf, et c'est ce qui, à mon avis, fait qu'il peut se classer dans ce top, à la différence de loup-garou traditionnel, c'est qu'il ne se joue qu'en une seule nuit, comme le dit le nom. En fait, très rapidement, les joueurs ont des personnages, rôles secrets, tout ça, mais c'est géré par une application, donc plus besoin de maître de jeu. Et à la fin de de la seule nuit du jeu, il y a une phase de discussion limitée en temps, et à la fin de cette phase de discussion-là, le jeu est réglé par un vote et c'est terminé. Et il y a personne qui est éliminé. C'est ça, exactement. Et je trouve que c'est génial d'avoir fait ça parce que ça enlève tout le côté élimination dont tu parles, Simon, mais aussi ça rend le jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus tendu, beaucoup plus réflexion sur ce qui s'est passé plutôt que on va éliminer machin parce que voilà, on sait pas trop quoi faire. Ou tu sais, tes cheveux sont trop longs, t'as l'air d'un loup. Ça ramène le jeu vraiment sur ok, il faut réfléchir à ce qui s'est passé. Absolument. Pour moi, en plus, c'est vraiment un jeu d'Halloween, parce que qui dit Halloween dit party d'Halloween, qui dit party d'Halloween dit jeu de party. Donc en plus que la thématique fonctionne très bien, c'est le genre de jeu que tu amènes dans un party, tu sais que ça va se jouer, ça prend même pas 5 minutes à expliquer, ça prend 10 minutes à jouer à peine. Tu peux t'enchaîner 3, 4, 5, 6 parties assez rapidement. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés mais qui n'aiment pas tant les loups-garous, il y a ce jeu-là qui a été fait sur plein d'autres thématiques là. Il y a One Night Ultimate Vampire, il y a One Night Ultimate Super Villain, donc il y en a quand même quelques-uns par rapport à ça. Il y a des extensions que tu peux mettre dedans aussi. C'est ça, il y a plein de nouveaux personnages qui vont racheter des choses, et comme tu as dit très bien, ça élimine le problème de maître de jeu de loup-garou, ça élimine le temps interminable et l'élimination de joueurs, donc on va vraiment aller corriger, si on veut, tout ce que loup-garou, tout ce qui faisait que loup-garou était peut-être moins actuel comme jeu. Là. Tout en gardant le noyau qui est vraiment fun. Ouais, la discussion pure et dure, en fait. Numéro 3. Alors, mon numéro 3 est un petit peu dans la lignée des loups-garous, mais c'est un jeu qui s'appelle Shadowhunter, sorti en 2005. Je connais pas ça. Originalement, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs et dans lequel il va y avoir 3 factions, dans lequel on va avoir un personnage secret en début de partie. Donc, soit qu'on va être un Shadow, soit qu'on va être un Hunter, ou soit qu'on va être un humain. Évidemment, un neutral, oui, exactement. Évidemment, le but des Shadows, ça va être de tuer tous les Hunters, et le but des
des Hunters, ça va être de tuer tous les Shadows. Et les buts des Neutrals, ben, il peut varier selon le personnage que tu vas piger. D'ailleurs, quand tu reçois ta faction, tu reçois pas juste ta faction, tu reçois un personnage avec un bonus spécial qui généralement peut s'activer qu'une seule fois, en fait, au moment du reveal où tu vas te révéler comme étant un Shadow ou un Hunter. C'est souvent à ce moment-là que tu vas pouvoir appliquer ton pouvoir, qui est souvent un bon pouvoir, mais que tu veux pas nécessairement activer trop tôt parce que tu veux pas te révéler trop tôt. Donc, c'est un jeu de cartes principalement avec l'appui d'un plateau. Le plateau est surtout là pour mettre les cartes des différents lieux qu'on va visiter qui vont nous permettre de faire des actions. Traquer le point de vie de chaque joueur. Parce que oui, évidemment, tu peux mourir là, parce qu'il y a du player elimination dans ça. Mais je trouve que c'est un jeu qu'on connaît pas beaucoup ici, qui n'a pas nécessairement fait de grosses vagues. Il a été traduit pourtant par Philosophia, si je me trompe pas, à l'époque. Je crois que c'est Matago, mais ça a changé parce que Z-Man Game faisait leur version originale quand Philosophia a racheté Z-Man. En tout cas, bref, tu vois un peu le... Ouais, mais tu dis Matago, c'est pas sûr que ça soit eux aussi. Mais en tout cas, il y a une version en plus en français là, qui existe. Mais non, c'est un jeu qui est passé peut-être un peu plus inaperçu. J'ai l'impression qu'il est plus connu chez les anglophones. Je sais qu'il y a beaucoup d'anglophones qui m'en ont parlé, qui le connaissaient. Moins connu ici de notre côté, mais vraiment le fun, vraiment intéressant, assez rapide comme jeu. C'est pas trop... c'est pas trop long, puis t'as quand même des façons d'avoir de l'information sur qui sont les autres joueurs, puis essayer parce que ton but, c'est aussi de trouver ta faction, parce que tu sais pas personne, tu sais qui ils sont, et trouver ta faction, puis ensuite de trouver les vrais ennemis là, que tu vas devoir buter. Donc, ça, c'est Shadowhunter. Ouais, je peux répondre rapidement là-dessus. Les Shadows, juste pour que ça... Le Halloween, en fait, c'est qu'on a un vampire, un loup-garou, c'est les créatures de la nuit, les Shadows. Donc, j'aide Jeff ici à justifier son Halloween. Puis, rapidement, tu l'as dit, mais je pense que le gros truc intéressant, c'est les cartes qui permettent de deviner qui sont les joueurs autour de la table. La mécanique est vraiment bien faite. Ouais. Dur à expliquer, mais vraiment bien c'est ça, c'est un petit peu difficile là. Il y a comme 3 types de cartes, puis il y en a une de ces types-là qui te permet de ramasser de l'information. Des indices, c'est ça. Pas nécessairement tout le temps très clair, mais souvent t'as une bonne idée. Ouais, c'est ça. C'est un look manga. Ah ouais, ok. Ouais, ce qui est assez rare. Ouais. Sylvain? Ouais, moi j'ai choisi une vieille affaire de Z-Man Games aussi, ça s'appelle Les Pilleurs de tombes de l'espace. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Oui, on a déjà eu un petit mot là-dessus. Je vous ai même amené la boîte. Z-Man édition. C'est quelle année ça? Ah ouais, c'est une bonne question, je suis même pas sûr que c'est écrit sur la boîte. Ok, c'est vraiment une vieille boîte presque collée à la main. Traduit par la très célèbre compagnie francophone Necocorp. Ah, ok, nice. Je suis même pas sûr que j'ai la règle. Les Pilleurs de tombes de l'espace. J'ai la règle, j'ai peut-être le... Donc en fait, l'idée du jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, donc probablement tout le monde, c'est chacun des joueurs est un scénariste de films de série B. Et les cartes, en fait, représentent des tropes à n'en plus finir sur les films de série B. Et donc, chacun des joueurs utilise ces cartes pour essayer de faire le scénario le plus intéressant, le plus fun, etc., etc. Et c'est compétitif, donc le but, c'est d'être le meilleur scénario. Et comment ça fonctionne, c'est que nos héros qu'on va sortir dans notre film vont avoir des points d'attaque, si on veut, des points de combat. Et on va pouvoir rajouter des décors qui vont donner des bonus ou des malus. Si on est dans la maison hantée, c'est sûr que là, ça va être plus difficile pour les héros d'avoir leur bonus. On peut leur mettre des équipements aussi. Et les monstres, en fait, sont joués par les autres joueurs puis ils te les envoient dans ton scénario pour essayer de tuer tes héros. Oh, wow! Voilà. Ok, c'est cool. Donc, la mécanique de jeu est assez simple. Tu piges une carte, joue des cartes de ta main. C'est très basique de ce côté-là, mais... Tous les tropes ils sont avec des petites citations, des mots-clés, des images qui ça te met dedans, puis c'est juste le fun de faire des scénarios. Ouais, c'est une belle thématique. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment très... En fait, quand j'explique le jeu, la règle, je l'explique à moitié, je coupe des trucs, tu sais, c'est pas important. C'est juste le fun de créer collectivement des histoires un peu d'horreur en utilisant vraiment tous les clichés. Puis là, si vous voulez prendre quelques cartes au hasard, là, je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir. Comme par exemple, le professeur de lycée, c'est un personnage, donc tu sais... Il donne un petit bonus, mais on peut tomber sur des trucs un peu plus funky, comme par exemple, évidemment, on peut trouver une hache avec l'image de Shining, le terrifiant vieil hôtelier, hein? Tu sais, le gars là, dans l'hôtel là, qui te donne des clés, qui est toujours weird, un journaliste, des membres tranchés, voilà, ce genre un tombeau, une momie, des suceurs de sang, plein de fun. Donc c'est plein de clichés, puis tu mets ça tout ensemble, puis tu fais
tu fais une histoire. Puis je cherche dans la règle, et c'est 2001. Voilà. 2001. Oh, wow, cool. Non, ça a l'air vraiment intéressant comme truc. Ouais, ça va cool. Ouais. Mon numéro 3, il s'agit du même. Je crois que le ludologue l'avait en numéro 5. Il s'agit du jeu Ghost Stories. Ghost Stories, Antoine Boza, 2008. Les débuts du co-op, en fait. Donc, c'est vraiment le jeu que les gens vont dire, c'est effrayant. C'est effrayant comme jeu. Il y a tellement de monstres, tu te fais terrasser dans le jeu. T'es un ninja qui essaie de défendre ta ville et réellement les monstres sont d'une folie extrême en fait. C'est tous des monstres plus intenses les uns que les autres, mais il y en a juste trop. C'est vrai que ça fait peur comme jeu, tu sais, parce que vraiment tu dis non, je peux rien faire. Il y a trop de monstres, Puis c'est des ninjas, ils combattent des genres de guerriers Shaolin. Et, tu sais, on en a parlé souvent de Ghost Story, c'est un classique pour moi, c'est un classique pour beaucoup de gens. D'ailleurs, le ludologue l'a mis en 5e position. Je pense que c'est un jeu qui est tout à fait approprié à l'Halloween, c'est un jeu effrayant et c'est un jeu à laquelle il y a des monstres qui viennent sonner à ta porte. De façon... c'est ça, exactement. Je rajouterais, en fait, on dit que ce jeu-là fait peur. Puis je pense que c'est le fait de dire qu'il fait peur, que ce jeu-là fait peur. Ouais, les gens ils sont comme non, je veux pas jouer, ça a l'air vraiment difficile. On essaie d'entretenir une espèce de truc de mythe autour, puis ça fonctionne en plus. C'est ça qui est fou. Quand j'ai du monde qui vient de jouer à la récréation et trucs comme ça, la plug que je viens de faire, tu sais, genre je leur dis ok, vous voulez jouer à Ghost Stories, là, accrochez-vous, là, vous embarquez dans quelque chose. T'sais. Ouais, puis ça va vraiment être intense, puis vous allez sûrement mourir, puis vous avez aucune chance de gagner, win rate de seulement 3%. Ouais, donc Ghost Stories, vraiment cool. En fait, je pouvais pas ne pas le mettre, même si le lien avec l'Halloween était limite. C'est des fantômes, puis il y a des monstres qui viennent cogner à ta porte. C'était la meilleure phrase, en fait. Numéro 2. Mon numéro 2 est plus haut sur la liste de quelqu'un d'autre. Excitant. Numéro 2. Ben, mon numéro 2, on en a un petit peu parlé, mais c'est pas un jeu, c'est une collection au complet. Pour moi, c'est toute la série de Horror Arkham, et c'est décliné. Ouais. Je sais que c'est un truc un peu mastodonte parce qu'il y a énormément de jeux qui sont sortis dans cette collection-là. Et très différent aussi. Oui, effectivement. Mais, entre guillemets, la gang chez FFG crée une espèce de mythologie globale. La thématique est bien représentée dans tous les jeux. Là. Puis, en fait, d'une certaine façon, ils modèlent l'univers de Lovecraft à leur façon, parce qu'ils créent des personnages qui ne sont pas dans l'univers original de Lovecraft, mais qui deviennent des personnages récurrents dans plusieurs de leurs jeux. Donc ils font une espèce de... Ils recréent la mythologie, comme s'ils se greffent à la mythologie Lovecraftienne, puis ils créent la leur. C'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'ils font avec ça, par exemple. Puis pourquoi je l'ai mis là aussi haut, de un, je l'ai joué à l'Halloween l'année passée, donc je me dis que le fit est parfait. Le fit est direct. Mais aussi parce que Horror Arkham, c'est parmi les tout premiers jeux modernes auxquels j'ai joué et qui à l'époque m'avait fait complètement capoter. Surtout, imaginez la première fois que vous avez découvert les jeux modernes, là, c'est comme oh wow, qu'est-ce que c'est ça, c'est quelque chose. C'est ça. Donc moi ça a été par Horror Arkham que je suis passé. Gros step. Gros step. Hein. Mais pour moi c'était fou, un jeu coopératif, un jeu qui va piocher dans la littérature que je lisais quand j'étais ado, le Lovecraft. Moi j'ai lu ça à fond, puis je trouvais que le traitement était vraiment bon et oui, d'une certaine façon, j'avais pas peur, mais je sentais les horreurs indicibles cachées dans les ténèbres. C'est ça avec Lovecraft aussi, hein, c'est pas des livres nécessaires qui font très peur, mais c'est le côté, la folie, le fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est tellement un autre monde que je peux pas accepter que c'est vrai, puis là la folie rentre, et moi c'est toujours le côté folie qui fait peur, tu sais, les vieilles asiles psychiatriques, là, tu le ressens là-dedans. Là. Souvent il y a pas de monstre dans Lovecraft, il y a que des présences, puis juste ça c'est assez pour... En fait, c'est le principe de l'horreur, tant que t'as pas vu, quand tu vois le monstre ça fait plus peur, c'est... Tant que tu peux l'imaginer et te dire qu'est-ce que c'est. Puis Lovecraft, quand il écrit d'une façon qui dit que tu pourrais même pas l'imaginer. En fait, tu peux pas l'imaginer, tu peux pas le concevoir. C'est tellement effrayant que c'est ça. Donc, c'est une autre réalité, tu sais. Fait que tu peux pas l'imaginer parce que ça ressemble à rien de ce que tu connais. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis. Très cool, bon choix. Bon deuxième. Choix. Hein. Mon numéro 2, il s'agit d'un jeu, là aussi, encore une fois, qui est décliné en plusieurs sous-jeux, si on veut. C'est la série Black Stories.
Black Story, c'est quoi? C'est même pas... c'est un jeu, oui, parce que ça se vend en boîte, tout ça, mais c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps, j'imagine. Le concept vient, t'as une histoire, en fait, que tu dois reproduire. Je pense que la meilleure façon, c'est d'aller avec un petit exemple. Donc souvent, on aurait une carte qui dit... un petit homme a mangé un champignon, il s'est fait frapper 2 fois et il est mort. Comment c'est arrivé? Et là, dans le fond, les gens vont poser des questions et le maître de jeu, si on veut, celui qui a la réponse, va juste répondre par oui ou non. Donc, ça, je vous inviterai à peut-être essayer de trouver. Ok. Est-ce que c'est dans la forêt qu'on l'a retrouvé? Ouais. Oui ou non, là? Non, Non, non. Non, c'est pas dans la forêt. Ok. Un petit homme a mangé un champignon. Il s'est fait frapper 2 fois et il est mort. Est-ce qu'on sait par quoi il s'est fait frapper? Oui. Ok. Est-ce que c'est par un bâton? Non. Par... Un véhicule? Non. Par... est-ce que c'était accidentel? Je sais pas. Ça peut être long, un Black Story. Oui, c'est pour ça, je vais vous accélérer. Ok, donc on me fait signe qu'on va couper ça, on n'a pas le temps, faut rouler. C'était Mario Bros. Donc Black Story, vraiment cool. C'est un jeu vraiment approprié pour l'Halloween parce que c'est un jeu de party, c'est un jeu qui se joue quand même facilement. Tu peux jouer avec 10 personnes en même temps, tu peux jouer avec 2 personnes seulement. C'est un jeu le fun, c'est léger. Je dis pas que c'est vraiment un chef-d'œuvre du jeu selon moi, mais au niveau de c'est des histoires vraiment rocambolesques et moi ça m'étonne de voir à quel point tu peux le trouver. Oui, là on l'a fait 5 secondes, on l'a pas trouvé, mais des fois c'est comme ok, le gars est dans une montgolfière, il s'est mis tout nu parce qu'il avait chaud, blablabla. Puis là c'est vraiment plein d'étapes, mais les gens le trouvent pratiquement tout le temps. Des fois ça prend 15-20 minutes. Mais moi c'est ça qui me fascine ce jeu-là, c'est le genre de jeu qui ne devrait pas fonctionner, mais pourtant l'esprit humain est fait de telle façon qu'on arrive à le trouver. Donc Black Stories, bien le fun, c'est des petites boîtes, seulement des cartes. Un jeu de voiture. Un jeu de voiture, exactement, un jeu de voiture. Et maintenant, sans plus attendre, le numéro uno. Alors, mon numéro 1, c'est un jeu qui en est rendu à sa 4e édition, si je ne me trompe pas, et c'est le jeu Fury of Dracula. Fury of Dracula, c'est le jeu, c'est un jeu un contre tous, justement, où un joueur va incarner Dracula et les autres joueurs, les chasseurs de vampires, dans lequel ils vont être pris dans une course dans l'Europe pour essayer de retrouver Dracula et aussi lui foutre une raclée. Ce qui sera pas nécessairement si facile que ça, évidemment, il va peut-être falloir se reprendre à plusieurs reprises. C'est quand même un jeu... Bon, j'ai pas joué beaucoup, mais je trouvais que c'était un jeu qui était vraiment intéressant parce que c'est une adaptation d'une certaine façon d'un jeu connu, Scotland Yard. Le concept là, de un contre tous où on va se déplacer puis le joueur seul n'est pas visible, va apparaître quelques reprises. On va devoir déduire où il se trouve. Donc c'est plutôt un jeu de déduction, pratiquement pour les inspecteurs. Mais il y a évidemment les phases de combat, et les phases de combat contre Dracula sont quand même... Tu la sens, cette peur. Tu sens que, comme je dis, tu peux pas arriver contre Dracula tout seul puis penser que tu vas bien t'en sortir, là, dans le sens que... Il va te terrasser. Il va te terrasser, là. Et ça te fout la chienne, parce que ton but, c'est quand même de le retrouver, mais quand t'es proche de lui, t'as vraiment la chienne. Pis t'es comme... Tu veux pas le Tu trouver. veux pas vraiment le trouver. Tu veux l'entourer puis comme être cap dessus à le tabasser, mais tu veux pas le trouver tout seul parce que tu sais que tu es dans le gros trouble, genre, pis ça te fout la chienne, là. Fait que t'as quand même cette présence, cette tension qui est là, que ton objectif est quelque chose que tu veux pas vraiment faire, ou du moins qui va te faire peur, ou qui va te mettre une tension en le faisant. Donc, c'est un jeu que j'ai mis un numéro 1 probablement parce que je veux y jouer plus. Puis parce que j'ai pas assez joué là, pour vraiment bien l'expérimenter, mais je trouvais que ça pourrait bien fitter un 31 octobre. Ah, je comprends, j'ai pas encore joué encore, c'est une honte pour moi, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Là. Ouais, super intéressant, ça reste un Fantasy Flight. Pour la game, il faut être bien proche des règles. Quelques disons. règles. Et le ludologue montre ici 2 pouces d'épaisseur avec sa main. C'est pas super, mais c'est classique de ouais, ça marche-tu ça, les petites règles, les petites questions. Ok, c'est pas un jeu simple. Pas tant que ça, non. Non. Il est pas si compliqué, puis tu le joues, puis c'est pas si compliqué, mais comme tous les jeux de Fantasy Flight, tu te retrouves tout le temps dans des petites failles, puis dans des petites. Genre, ouais, c'est quoi ça? Petite exception, petit truc, tout le temps. Les premières parties, tout le temps dans les livres de règles, ça. Oui, ok, donc soyez prêts.
numéro 1. Ben, moi, j'ai choisi celui qui était le numéro 2 de Jeff, si je me trompe pas. C'est Betrayal at House on the Hill. Oh, là, tu nous surprends. Ah ouais? Non, j'aurais parié 5 piastres que c'était ton numéro 1. C'est un jeu que t'adores. Oui, ben, ça fait aussi partie des jeux que quand j'ai commencé à jouer, parce que c'est vieux, cette affaire-là aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Betrayal at House on the Hill, je vous invite à jouer à Betrayal at House on the Hill. Donc, voilà. Donc, l'idée du jeu, très rapidement, ça se joue jusqu'à 6 personnes qui jouent, dans le fond, un groupe d'amis qui s'en vont sur la colline où il y a la vieille maison un peu bizarre. Ils vont l'explorer pour une raison quelconque, c'est pas important. Ils se retrouvent à l'intérieur et la porte se ferme et se barre derrière eux. Et donc... Ouh! Là, ça, c'est Halloween. Là. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, quel est le meilleur plan une fois que t'es rentré dans un genre de manoir louche et que la porte est barrée derrière toi? Te séparer. Explorer. C'est exactement ça que tu fais dans le jeu. Donc, tu commences dans le hall d'entrée, derrière la porte, et là, tu pars et tu explores la maison. Et cette maison-là, en fait, elle est construite de façon aléatoire par des tuiles. Donc, dès que tu passes une porte sur le plateau de jeu, ben, tu piges une tuile, puis tu découvres une pièce. Si certaines pièces sont des pièces tout à fait normales, comme par exemple une salle à manger ou une chambre, tu peux tomber sur des trucs un peu plus tordus, comme une salle d'opération ou un pentagramme. Donc, c'est là que se trouve, en fait, pour moi, tout le sel du jeu. C'est dans ce thème qui est très, très fort et qui est autant imbriqué dans les tuiles que dans les cartes que l'on pige, qui à chaque fois ont vraiment une bonne portion mise en situation. Puis quand tu joues, ce que tu veux, c'est que la personne à côté de toi te lise la carte et te dise pas qu'est-ce qui va arriver selon le résultat de ton choix ou de ton jet de dés, ce qui met une certaine tension, un petit stress. Ouais. Et le gros des éléments du jeu, c'est que à un certain point, des éléments se croisent et un des joueurs se révèle être un traître que la maison choisit. Que la maison choisit exactement et qui doit généralement éliminer les autres joueurs, mais pas juste les éliminer, faire un rituel ou faire je sais pas moi, transformer les autres joueurs en créatures. Qu'importe, en fait, la particularité, c'est qu'il y a 50 scénarios différents et à chaque partie, on ne sait pas sur quel scénario on va tomber. Et donc, c'est une surprise à chaque fois et c'est le petit stress de ça va être quoi le scénario cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir et qui va être le traître aussi, puis parce que même le joueur ne le sait pas tant qu'on n'est pas rendu là, puis il y a certains scénarios même qui sont un peu plus funky où il n'y a pas de traître ou des trucs comme ça. On joue une fois, c'est ce qui nous est arrivé, ça m'a un peu déstabilisé. On est tombé sur le scénario. Ben c'est ça, donc pour moi ça a quelque chose de vraiment... Pour l'Halloween, c'est pour moi le jeu à jouer. Et si vous sentez que vous avez fait le tour des 50 scénarios, je suis même pas sûr de les avoir fait les 50 et j'ai beaucoup joué, il y a une extension qui t'en rajoute 50 de plus. donc voilà. Super bien résumé. En effet, c'est pour ça que j'ai mis numéro 2. Hein. En fait, je pense que c'est un jeu qui résume bien l'ambiance peut-être qu'on recherche dans une soirée d'Halloween. Mais je l'ai mis aussi parce que j'ai bien hâte de voir, d'entendre parler. Peut-être que tu as des infos, mais Betrayal Legacy. Ah oui. J'imagine que tu dois... J'ai bien hâte. J'ai très hâte. Je suis vraiment curieux. J'essaie de m'imaginer un peu comment ça va se passer, un Legacy avec Betrayal. Est-ce que c'est la même maison qui va changer de partie en partie? Ouais, c'est ça. Est-ce que genre les joueurs, en faisant certaines choses, il y a certaines pièces qui vont être fixes? Est-ce que, bref, on connaît un peu le principe Legacy. Tout est possible. J'espère que le travail sera bon parce qu'on connaît qu'il y a certains Legacy qui sont un peu moins... Un peu moins bien réussis, mais il y en a qui sont bien. C'est un pari. Ouais, un pari, en effet. C'est à suivre. Voilà. Et mon numéro 1, en fait, je vais quand même dire que il se retrouve à la position 0 du top 5 du Ludologue, ce qui veut dire l'archétype, le grand jeu. En fait, trop grand pour être mis dans un top 5, probablement. Il s'agit du jeu Atmosphere. Alors, en VHS, si vous l'avez, c'est mieux, mais bon, vous pouvez le trouver en DVD ou sur YouTube. Donc, Atmosphere, c'est quoi? C'est un jeu... vidéo un peu si on veut, un jeu hybride, donc on a un plateau de jeu et on va aussi suivre ce qui se passe à l'écran, donc on pèse sur play au début de la partie et il va se passer des événements durant la partie. Principalement, il va y avoir un personnage qui va apparaître et qui va dire « Stop! » À qui le tour? Et la personne qui a c'est son tour à jouer va subir la conséquence un peu comme le jeu, mettons, de la chaise musicale. Hein? Ça fait un peu penser à ça. Parce que c'est un jeu de roll and move assez classique, où on va aller essayer de collecter des éléments sur le plateau. Mais tu veux jouer vite
parce que tu sais jamais quand tu vas te faire interrompre en ton tour pour te faire dire toi tu perds une clé puis ou tu retournes dans ta case de départ ou plein de choses comme ça. Donc c'est presque un jeu en temps réel parce que tu veux vraiment jouer rapidement, tu lances le dé sur l'autre personne à côté de toi quand t'as fini parce que tu veux pas avoir les dés dans ta main quand t'as fini ton tour, parce que dès que la vidéo dans le fond, dès que le personnage à l'écran t'arrête, ben là tu peux plus bouger et tu subis la conséquence. Ça c'est un jeu qui fait peur. Tu fais des sauts de la mort. Et nous, on jouait tout le temps dans le noir, en fait. Il faut. On jouait tout le temps dans le noir. Et une des twists quand même assez particulières dans ce jeu-là, c'est que tu vas écrire ta plus grande peur sur un papier. Et tu vas la mettre dans une espèce de petite boîte au centre de la table. Et à la fin du jeu, bon, quand tout est fini, quand tu veux gagner, en fait, il faut que tu ouvres la petite boîte et que tu piges une peur parmi celles de tous les joueurs dedans, et si tu piges la tienne, en fait, tu perds. Parce que tu ne peux pas confronter ta peur, tu dois... Donc, c'est quand même assez tordu comme truc, tu sais, mais c'est un jeu pour les enfants, mais ça fait peur. Ouais, puis c'est très Halloween aussi parce que l'univers, en fait, ça se passe dans un cimetière. Les joueurs incarnent un vampire, une momie, un démon. Ouais, c'est ça. T'as tout comme les archétypes des monstres un peu d'Halloween. Très cool. En fait, je sais qu'à Arcade Montréal, il y avait fait une soirée Atmosphere où il y avait comme 6-7 plateaux en même temps. Je sais pas qu'est-ce que ça allait donner, mais j'aurais été curieux de voir ça. On l'avait fait à la récré, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Atmosphere, il y a eu beaucoup d'éditions. Ouais. Il y a eu des extensions, donc des cassettes VHS supplémentaires. Il y a eu une version DVD aléatoire. Donc, pendant comme 4 Halloween de suite ou 5 Halloween de suite, parce que j'ai la collection ici, on s'est amusé à faire à chaque Halloween une cassette différente. Donc, c'est ça, mais c'est variable, je te dirais. La qualité d'acting est variable. Et surtout, en fait, aujourd'hui, adulte, quand on regarde ça, c'est risible. C'est d'un ridicule incroyable, mais quand t'avais genre 7-8 ans, puis que t'étais dans le noir, puis que... non, t'avais le feeling, là, c'était comme ça, tu savais que c'était un film d'horreur, mais tu voulais pas voir le personnage, il était vraiment hideux, puis il y en avait un à un moment donné. Le visage se transforme au fur et à mesure, puis il devient de plus en plus comme dégueu. Fait que c'était assez cool, puis en plus, il y avait quand même la mécanique à la moitié du jeu, tu pouvais devenir un genre de motard rebelle. Puis en fait, joué à la deuxième version. J'ai joué à Heartbringer. Les émissaires. Les émissaires, c'est ça. Et en fait, à la moitié de la partie, faut que tu ailles chercher ton pouvoir. En fait, au début, t'es pas comme une momie ou tout ça, t'es juste un personnage normal. Puis là, tu vas chercher ton pouvoir, mais dans un nombre de temps limité. Si tu l'as pas fait avant ça, tu deviens un motard, en fait. Là. C'est vraiment un motard. Là. Complètement sauter l'univers. Et... en fait, tu peux plus gagner, mais tu peux faire chier tout le monde. Genre, il y a plein de règles qui t'affectent plus, mais t'as plein de limitations, mais t'as plein de pouvoirs aussi. Donc, c'est vraiment comme 2 jeux en un. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant dans le jeu. Vu que ça se joue avec une cassette VHS, il y a une petite particularité, c'est que le jeu, il tourne, comme tu le disais, pendant que tu joues, mais ils ont même poussé le truc. Il y a un paquet de cartes, les cartes temps. Lorsque tu les piges, il y a un minuteur marqué dessus. Et quand arrive le minuteur, tu peux jouer la carte. Donc, il y a comme cette idée que la carte n'est jouable que dans un certain temps défini. Puis c'est quelque chose qu'on voit pas vraiment dans des jeux de société habituellement. Cette idée que la carte ou l'effet n'est possible qu'à un point précis, temporellement pas par rapport à on a atteint une certaine étape dans la progression des éléments. C'est juste ce temps-là. Voilà. Mais le temps, c'est une ressource dans ce jeu-là parce que ça reste que, oui, c'est chacun son tour, mais le jeu est réellement en temps réel parce que tu as un minuteur, puis la partie... Bon, quelqu'un peut gagner prématurément la partie, mais si personne n'a gagné avant la fin du minuteur, en fait, tout le monde a perdu. C'est la cassette qui gagne. C'est la cassette qui gagne, exact. Et là, après, il faut t'en rembobiner. Si vous voulez vous amuser, ils sont tous sur YouTube, juste pour regarder. Ouais, juste ça, c'est pas pire. Après ça, faites juste rouler un dé en même temps, puis vous allez avoir l'expérience complète d'Atmosphere. Bien entendu, je pense pas nécessairement que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais je me dis pour l'Halloween, sérieusement, l'Halloween, ça reste quand même une fête d'enfants, puis tout ça, j'y crois beaucoup, puis je me dis c'est le genre de jeu qui pourrait très bien marcher, un genre de remake d'Atmosphere, là, tu sais, 25 ans, 30 ans plus tard, tu refais ça avec les moyens qu'on a maintenant, avec les téléphones, ça peut vraiment être intéressant. Là. En plus, là, il y a une grande porte ouverte, là, Atmosphere Legacy, là, il y a un potentiel pour ça. C'est là.
Absolument, tu sors une vidéo sur YouTube, ça continue l'histoire. On va appeler les éditeurs qui s'appellent A Couple of Cowboys, je me trompe pas. C'est Chieftain. C'est Chieftain puis A Couple of Cowboys qui ont fait ça. Ah, ok. Donc Voilà. ça, c'est des compagnies, malheureusement, qui ont sûrement été achetées depuis longtemps. Ouais. Mais très cool. Atmosphere. Ben, messieurs, je vous remercie beaucoup pour C'est toi, le temps. Et merci au ludologue de s'être prêté à l'aventure et de nous avoir invités dans son ombre. Absolument. Je retourne dans mon cercueil dans pas long. Oui, c'est ça, c'est bientôt le lever du soleil, donc en espérant qu'il a sa bague de lumière. C'est toujours important quand on est un vampire. Alors sur ce, JF, Bon. continue à jouer. Balado ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.